Et est-ce que toi, Victoria, en tant que psychologue, tu penses qu'il est important de comprendre comment fonctionne son esprit? Est-ce qu'il est possible de comprendre comment fonctionne son esprit? C'est possible. En tant que psychologue, évidemment, que je vais te dire que oui. Bien sûr. Après, toi, c'est ton métier. C'est Mais mon métier. pour la population normale, on va dire. Totalement. C'est totalement possible. Faut voir ton cerveau comme un muscle. Et t'as vu, j'ai dit esprit, mais en fait, c'est peut-être pas le bon terme. Tu utilises cerveau, toi? Ouais, moi, j'utilise cerveau. Parce que esprit peut-être, la définition n'est peut-être pas la bonne, ou il est peut-être mal utilisé, ce terme. Peut-être un peu plus spirituel, le mot esprit. Donc on peut dire plutôt cerveau. Cerveau, psyché. Psyché. Les puristes te diront psyché. La psyché, c'est l'endroit où toutes les pensées sont, ou pas forcément? Ouais, c'est ça. C'est ça, okay. C'est là où sont ancrés un petit peu ton dictionnaire de pensée, ton panel comportemental, tes émotions. Et du coup, c'est ça la question. Est-ce qu'il est important de comprendre le fonctionnement de sa psyché? En tant qu'être humain, est-ce que ça va nous aider à mieux naviguer dans la vie, à prendre de meilleures décisions, à plus s'aimer, etc. Prendre le contrôle, entre guillemets, de sa psyché, c'est avoir cette notion de contrôle. Il y a plein de personnes qui souffrent de comportements répétitifs. Il y a plein de personnes qui souffrent de plein de situations dans lesquelles ils vont te dire « mais je suis tout le temps dans la même situation, dans le milieu professionnel, dans le milieu personnel. » Ils vont se retrouver tout le temps dans ce même mal-être émotionnel. Et en fait, tu te rends compte que ces comportements répétitifs, là, ça vaut le coup d'aller les chercher et de se dire qu'est-ce qui se passe en fait. Et c'est possible d'aller les chercher, mais je suis psychologue, évidemment, en cabinet, mais évidemment que c'est possible d'aller les chercher dans des livres. C'est des personnes qui vont vouloir beaucoup agir sur leur comportement, qui vont aller faire ce travail-là, qui vont se rendre compte à un moment, tu vois, qui vont avoir une prise de conscience et qui vont vouloir se dire « mais je vais agir sur moi ». Donc là, on part vraiment sur cette notion de prise de contrôle. C'est « je vais reprendre le contrôle sur moi en se comprenant ». Et donc là, tu as un impact sur ton impulsivité, tu as un impact sur tout ton panel comportemental, tu as un impact sur la prise de décision, évidemment l'estime de soi, sur plein de choses finalement. Donc tu n'es plus esclave de tous ces comportements, enfin de tous ces automatismes limites, et tu peux vivre une vie plus proactive, j'imagine. Plus proactive et te sortir d'un contexte dans lequel finalement tu as comme des œillères dans ta vie et tu vas avoir le même registre comportemental, tu vas avoir plein de choses. Le but, pour moi en tout cas, en tant que psychologue, de se comprendre, c'est de se dire je vais m'extirper de mon contexte, je vais m'auto-observer avec des jumelles, comment je peux agir différemment Et c'est énormément ce qu'on fait en psychologie. Et ça permet de se dire, déjà, je m'autorise à agir différemment. C'est pas rien déjà de se dire ça. Ah ouais? Parce que tu sors, déjà tu vas dans la nouveauté. Ton cerveau déteste la nouveauté. Donc c'est pas forcément agréable de se mettre dans une position de vulnérabilité, en fait, c'est ça? Exactement. Et parce que se mettre en position de vulnérabilité, c'est s'exposer à son monde interne. Ton petit hamster là-haut qui tourne dans ton cerveau. Et c'est super dur pour les 3/4 de la population. Et tu penses que c'est à la portée de tout le monde de pouvoir justement comprendre le fonctionnement de sa psyché? Ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment trop difficile et qui est réservé aux professionnels comme toi, qui vont peut-être éduquer ou mettre sur la bonne voie les personnes qui en ont besoin? C'est à la portée de tout le monde. Si le sport, c'est à la portée de tout le monde, travailler sur le cerveau, on peut considérer comme un muscle, c'est à la portée de tout le monde. J'aime bien parce que sur ce podcast, mes invités prennent toujours la comparaison avec le sport. Et c'est trop bien parce que moi, je la comprends parfaitement. Et je suis évidemment convaincu que tout le monde peut apprendre le fonctionnement de son corps, physiologiquement, tu vois, ce qui est bon pour nous en termes de sport, d'alimentation, etc. Et c'est aussi pour ça que je te pose cette première question. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Donc tu me réponds que oui, c'est possible. Totalement possible. Je pense que c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement. On va travailler sur beaucoup de choses que finalement tu vas travailler sur ton corps. C'est ton corps pour avoir des bonnes perfs, en tout cas avoir une bonne santé. Si tu fais de la muscu, tu vas faire un peu d'étirement aussi à côté. Les étirements, nous on va beaucoup relier ça à la flexibilité mentale. On va dire là on va faire des étirements de cerveau parce que là je vous trouve un petit peu rigide. La flexibilité, ça te permet, comme on se disait, de voir la vie à travers d'autres jumelles qu'aujourd'hui tu as et de ne pas t'enfermer. Ça te permet de t'observer dans d'autres situations, de t'inclure dans, je dis n'importe quoi, de te dire, de t'autoriser en fait à penser différemment et à agir différemment dans ce que tu vis. Ça existe vraiment la flexibilité mentale? C'est un terme que tu utilises? Ou c'était vraiment une métaphore? Non, c'est quelque chose qui est réel. C'est totalement réel.
Ok. C'est d'une personne à l'autre, forcément, tu as des personnes un peu plus rigides. Hein. Sans parler des personnes âgées qui, forcément, il y a une petite rigidité cognitive qui arrive avec l'âge. Bon, les pauvres. Mais non, sur... C'est ce qu'on appelle communément le caractère ou non, c'est quelque chose de différent? Une personne plus rigide qu'une autre, est-ce que c'est vraiment un trait de caractère ou c'est juste l'environnement qui a fait que, et les années d'expérience qui ont fait que le cerveau s'est un peu transformé pour être plus rigide? C'est une façon dont on t'a éduqué, c'est une façon dont tu as interagi avec tes pères quand tu étais petit, c'est une façon dont tes parents interagissaient totalement avec toi qui a créé un petit peu ce côté rigide. Ça vient de ton enfance en général. Après, tu perds de la rigidité acquise, trauma, etc., etc. Là, on entre dans d'autres choses. Ouais. La majorité des rigidités, c'est dans l'enfance quand même que ça requiert. La majorité de tout, c'est dans l'enfance, non? Ouais. Non, on blâme pas les parents en psychologie, faut pas, sinon... ah bah non. Ah bah non, faudrait pas. Sinon, tout n'est pas lié à nos parents, heureusement. Ouais, j'imagine. Il y a un peu ce cliché de la psychologie qui veut que nos traumas, ils viennent toujours de l'enfance, en fait. C'est hyper freudien. Ça, c'est un peu psychanalytique. C'est pas l'ancienne vision de la psychologie. Je tiens absolument pas à blâmer mes confrères psychanalystes que j'embrasse. Attends, tu peux préciser la différence entre psychologue et psychanalyste? C'est deux métiers différents. Hein. Alors, oui et non. Ah non, c'est une catégorie peut-être psychanalyste? C'est une obédience. Dis-moi en plus, parce que ça, je suis pas au courant. Alors, dans la jungle des psys, il y a déjà le psychiatre. Donc lui, c'est le médecin. Ouais. Donc, il a fait médecine. Ok. Et après, il a fait un internat en psychiatrie, du coup. Après, tu as le psychologue, qui lui fait minimum 5 ans d'études. Et à la fin, il a son titre de psychologue et il a un droit d'exercer. Dans la psychologie, tu as plusieurs obédiences. Globalement, tu en as 2 très grosses. Il y en a évidemment plus, mais je te donne les grandes lignes. Tu as la psychologie psychanalytique, psychologie analytique en tout cas. Là, tu vas étudier la psychanalyse. Et tu vas avoir tout ce qui est psychologie scientifique, thérapie cognitivo-comportementale et tout ce qui est né depuis les années 60, en fait, finalement. Donc, le courant analytique est beaucoup plus ancien et du coup, c'est d'où vient le terme psychanalyste. Ouais, je comprends. Et tu choisis l'un ou l'autre, hein. Tu peux pas être les deux en même temps. C'est vraiment 2 choses qui sont opposées ou qui se rapprochent un petit peu? C'est une question difficile. Tu peux être les deux en même temps. Tu peux être les deux en même temps? Ouais. Okay. Je me suis formée à ça. D'accord. Ouais, je me suis formée à ça. Ça s'appelle la psychologie intégrative. Ouais, t'es pas bloqué dans un type de psychologie. En fait, c'est le patient qui va guider les outils que tu vas utiliser avec lui. C'est ça. Et puis, globalement, ils aiment bien la pratique intégrative. Il n'y a pas beaucoup de psychologues qui sont intégratifs. Ça se développe de plus en plus parce qu'on a découvert au fur et à mesure des recherches que c'était pas l'obédience à laquelle on appartenait qui allait déterminer la réussite de la guérison, entre guillemets, du patient. C'est vraiment le feeling que tu as avec ton thérapeute, ton psychologue. On appelle l'alliance thérapeutique. C'est le cadre que le praticien a dans son cabinet. C'est la façon dont tu pratiques, en fait, finalement. Et la maîtrise aussi de tes outils, évidemment. Eh ben, merci pour ces précisions. Parce que tu vois, j'étais persuadé que psychanalyste, c'était vraiment un métier à part entière qui était différent du psychiatre et du psychologue. Donc... Ça peut l'être. C'est un peu le bordel. Non, c'est la jungle. Ça peut l'être. C'est juste, je te fais un résumé. C'est juste que c'est pas encadré par la loi spécialement. La psychologie enseigne la thérapie analytique, mais tu peux être psychanalyste si tu te fais analyser toi-même. Tout simplement. Là, tu rentres dans la société psychanalytique. Globalement, aujourd'hui, pour faire court, les psychanalystes sont des psychologues. Ok. Et toi, psychologue, donc tu utilises la psychologie intégrative, hein, c'est ça? Oui. Ok. Tout à fait. Bon, ben c'est bien d'avoir ces petites distinctions. Je vais reprendre un parallèle avec le sport, parce que c'est celui qui me parle le plus. Tu vois, en tant que coach, les personnes qui me sollicitent, c'est des personnes qui ont envie de résoudre un problème. J'ai envie de perdre du gras, j'ai envie de prendre du muscle, j'ai envie d'améliorer ma santé. Donc, il y a toujours une problématique qui est au centre de la sollicitation d'un professionnel. Est-ce qu'en psychologie, c'est différent ou est-ce qu'on doit prendre les choses de la même façon? Je m'explique. Est-ce qu'on doit forcément souffrir pour consulter un psychologue ou est-ce qu'on peut y aller si tout va bien? Alors, je vais prendre chronologiquement ta question. Les personnes qui te consultent le plus, c'est les personnes qui souffrent le plus. Statistiquement. Et elles souffrent depuis déjà 6 mois, 1 an. Tu passes la porte du psychologue, ça, faut bien l'avoir en tête en tant que praticien. La personne, ça date pas d'hier, son problème. Donc, il y a forcément des rouages qui ont même rouillé. Et ça, d'emblée, il faut absolument aller chercher déjà la problématique,
Mais il faut savoir comment elle s'est un peu enrayée, ta problématique. Parce que, là, je te dis 1 an, ça peut faire 10 ans. Hein, ça peut être plusieurs décennies. Ouais. Il y a des personnes, elles ont 45 ans, elles vont consulter pour un problème qui leur est arrivé dans l'enfance. Ouais. Et on se dit, aujourd'hui, ça va plus. J'en ai parlé avec mon conjoint, ma conjointe. Il m'a conseillé d'aller consulter parce que ça crée des problèmes dans telle sphère. Donc oui, statistiquement, c'est les personnes qui souffrent le plus. Elles vont te demander de l'aide et elles vont te demander, comme on se disait tout à l'heure, de se voir à travers d'autres lunettes, d'avoir cet avis extérieur, professionnel aussi. Il y a des personnes qui, évidemment, vont très bien, qui te consultent. Mais c'est vraiment une minorité pour le coup. C'est un travail différent déjà que tu as avec eux. Ouais. Moi, je parlais assez personnellement. Ça reste une minorité pour moi. Ça reste une minorité. Maintenant, j'en ai. Et je trouve que c'est une approche très différente et extrêmement enrichissante. Parce que c'est des personnes qui, carrément, tous les 10 ans quasiment, elles vont aller faire 2 ans d'accompagnement chez le psychologue. Et elles adorent ça. Elles adorent ça. Et du coup, tu rebondis de te dire, il y a 10 ans, vous êtes allé voir mon confrère, qu'est-ce que vous avez fait ? Là, j'avais travaillé ça. Pendant le laps de temps où je ne me suis pas fait accompagner, il m'est arrivé ça. Il y a 1 an, j'ai arrêté de parler à ma mère, je dis n'importe quoi. Là, je viens vous voir, j'ai un petit peu maturé, parce qu'ils ont eu accès à ces outils thérapeutiques. Et donc, du coup, ils ont vraiment cette auto-observation qu'une personne... qui n'aurait pas été confrontée, n'aurait pas. Totalement. Et c'est très actif, en fait, comme dynamique. Et tu trouves que c'est sain, pour le coup, une personne qui n'a pas de problème, disons-le de manière un peu résumée, consulte quand même ou une psychologue pour en apprendre plus sur le fonctionnement de sa psyché, ou juste pour poser des questions auxquelles il n'aurait pas forcément de réponse dans son cercle, tu vois, un petit peu plus personnel, c'est-à-dire ses amis, sa famille, son conjoint, sa conjointe, ses collègues de travail, ou je ne sais quoi. Totalement sain. C'est tout psychanalyste, on en revient à eux, te dirait chacun doit comprendre le fonctionnement de sa psyché et doit travailler sur lui, même quand ça va très bien. Le psychologue, c'est tout simplement le spécialiste du comportement et de la cognition humaine. Et il relie ça à tout le panel émotionnel. Donc c'est très large, tu vois. Et donc ça va forcément dans le pathologique. Ça va forcément dans le non pathologique. Donc... où est le normal, où est le pathologique ? Ça, c'est aussi encore une grande question en psycho, mais ouais, c'est totalement ça. Il y a un peu 2 écoles. Il y a ceux qui vont chez le dentiste quand ils ont mal aux dents et ceux qui vont chez le dentiste vraiment religieusement tous les 6 mois ou tous les ans pour bien contrôler que tout aille bien. Et en général, ça fonctionne très bien pour eux de cette façon-là. Ouais, c'est exactement ça. Et je dirais même que les personnes qui vont te consulter régulièrement, enfin te consulter, qui ont en tout cas plusieurs accompagnements dans leur vie, ils sont déjà dans une forme d'acceptation que quand tu as un primo-arrivant en psycho, tu dois lui faire avoir cette acceptation de te dire il va falloir que tu prennes conscience potentiellement d'une dissonance cognitive, d'une ambivalence que tu as, parce que le travail ne peut pas commencer si tu n'as pas déjà fait cette acceptation-là. Ouais. Tu viens voir un professionnel, tu viens te faire accompagner parce que il y a potentiellement 2 petits bonhommes sur chaque épaule qui te parlent et le travail peut réellement commencer à partir de là. C'est une des premières étapes qu'on a en psychologie. C'est vraiment de se faire cette acceptation et de leur expliquer ce qu'il en est en fait de tout ça. Et finalement, les personnes qui viennent te voir et qui vont très bien, elles ont déjà fait ce travail-là. Et c'est en ça que c'est très actif. C'est que du coup, elles ont ce travail d'acceptation, de se dire là j'ai ça, je peux travailler finalement. Je peux travailler, je sais que là potentiellement c'est un couac pour moi, on le résout. Est-ce que, en fait, ça me fait limite penser à du développement personnel pour des personnes qui iraient bien, qui n'ont pas de soucis dans la vie, tu vois, mais qui aimeraient juste explorer un petit peu plus ce qu'elles sont capables de faire, ce qu'elles sont capables de ne pas faire, quelles sont leurs limitations, quelles sont leurs facilités. C'est un petit peu ça, en fait. C'est ça. Ça peut être lié au développement personnel, de s'optimiser en fait. C'est ça. Ouais, totalement. Après, développement perso, on est d'accord, c'est un peu une expression, on fout un petit peu tout, mais dans l'idée de comprendre un petit peu plus le fonctionnement de sa psyché et peut-être éventuellement prendre de meilleures décisions, ça peut être toujours intéressant. Ouais, et c'est génial, le développement personnel, c'est génial. Ils sont mis dans les rayons, dans les librairies, au même titre que la psychologie, parce qu'évidemment, en psychologie, on a aussi des obédiences. Il y a plein de spécialités en psychologie, et il y a des spécialités qui sont dans l'optimisation du fonctionnement normal, de quand tout va bien. Tu as ce qui s'appelle la psychologie positive, tu as tout ce qui est aussi la psychologie du sport.
Comment optimiser ses performances physiques en travaillant sur son mental. Donc, ouais, ça existe totalement en psychologie. Et c'est passionnant. Hein, parce que là, tu vas travailler sur de la motivation, tu vas travailler sur de la flemme, tu vas travailler sur... Il y a plein de sortes de motivation, finalement. Et te dire à quel moment j'ai pas la motivation. Tu l'auras pas beaucoup, tu sais quoi ? Va demander à tous les pratiquants en salle quand ils ont lassé leurs chaussures. S'ils étaient motivés, ils vont tous te dire il est 6 heures là, je peux te dire que non, quoi. Et non, la motivation, c'est un très gros concept en psychologie. Hein. Et c'est d'arriver à la psychologie positive. Je te donne cet exemple-là, c'est beaucoup plus large évidemment, la psychopositive. Mais travaille là-dessus. Comment je peux optimiser mon fonctionnement dans la vie de tous les jours ? Comment j'optimise mes perfs sportives. Bon, ça, c'est... Et du coup, j'imagine que ton métier, en fin de compte, il est très différent en fonction des personnes à qui tu as affaire. Des personnes qui souffrent de gros traumatismes et des personnes qui, au contraire, tout va bien. C'est limite pas le même métier que tu exerces dans ces deux cas de figure, non ? Totalement. Ta matinée peut pas être la même que ton après-midi. Hein. Ah, j'imagine, ouais. Tu peux passer d'une personne à qui tu dois la faire... tu dois appeler les secours parce que tu n'auras pas le droit de la relâcher, en tout cas de la libérer chez ses parents, prendre parce la voiture. Parce qu'elle peut se faire du mal. Voilà. Il y a un danger pour elle ou pour les autres. Et l'heure d'après, ça peut être quelqu'un, juste tu fais une petite guidance parentale parce qu'en ce moment, l'éducation de son enfant, ça lui crée des questionnements. Et du coup, ça peut être très différent. Ouais. Et ça demande de bien maîtriser son cadre. Évidemment, c'est le cadre que tu poses en tant que professionnel, il est majeur dans ta prise en charge. Parce que sinon, tu ne pourrais pas exercer. C'est comment est-ce que tu arrives à créer un espace où la pathologie pourra s'exprimer, où le non pathologique aussi pourra s'exprimer, où les gens pourront se sentir libérés. Et finalement, c'est ça qu'on va beaucoup plus chercher. Peu importe si c'est pathologique ou pas. C'est vraiment le cadre, réellement. En tant qu'être humain, on est tous probablement confrontés à des périodes difficiles. Enfin, pas probablement, on est tous confrontés à des périodes difficiles. On est tous confrontés à des traumatismes, peut-être. Est-ce qu'on a les moyens de le gérer tout seul ? Ou est-ce qu'il faut vraiment chercher à les résoudre ? Est-ce qu'on peut vivre une vie, je vais utiliser des guillemets, épanouissante, même avec des obstacles ou des traumas qui auraient pu nous affecter dans notre jeunesse ? Ouais, ta question elle est intéressante. Je vais même, je pense, aller encore plus loin dans la réflexion. Il y a des personnes chez qui il faut surtout pas enlever le trauma. Et pourtant, ils viennent te consulter pour ça. Hein. Et là, en tant que professionnel, c'est super intéressant de se questionner. Et tu dois te questionner. Moi, je viens parce qu'il m'est arrivé ça. Ah, d'accord, ok. Moi, en psycho, je peux faire ci, je peux faire ça. Non, faut surtout pas se lancer dans une thérapie du psychotrauma sans avoir questionné le pourquoi du comment, sans s'être intéressé au fonctionnement du patient. Ton trauma, comme on s'est dit, il peut être là depuis 2 ans, même depuis plus qu'avant. C'est des personnes qui peuvent consulter des années après. Et donc forcément, imagine tu consultes 20 ans après, t'as appris à vivre avec ton trauma. Donc à la place d'avoir 2 jambes, t'as appris à marcher avec tes 2 jambes, plus une béquille. Et donc t'as tout un panel comportemental qui en émane. T'as plein de choses qui en émanent aussi, côté émotionnel, côté cognitif, donc les pensées que tu as. Et ce serait risqué de retirer cette béquille, c'est ça que tu veux dire en fait ? Eh oui. Ok, je comprends. Totalement. Et ces gens-là, consultent ou pas, en tout cas quand ils consultent, faut se questionner. Est-ce que tu es plus confortable sur 3 jambes ou est-ce que je te retire ta béquille, qui est synonyme de parfois, quand c'est tellement ancré, abus de langage, je vais en faire un, carrément peut-être de traits de personnalité. Parce ça que devient toi en fait. Oui, tu t'es construit dessus, exactement. Et parfois, non, on va pas y toucher. Et on va travailler ça autrement. Mais il y a des personnes, vaut mieux pas. Ah ouais, donc c'est pas automatique. On est persuadé en fait quand on entend le mot trauma que c'est quelque chose de mauvais, et peut-être que ça l'est en fait par définition. Mais effectivement, j'avais pas vu la chose de cette façon-là, que certaines personnes apprenaient à vivre avec en fin de compte. Et de vouloir le retirer automatiquement, est-ce que ça peut faire plus de mal que de bien, en fait, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Mais là, je te parle de quand c'est vraiment très ancré. Bien sûr, oui. Et c'est le cas pour le trauma, c'est le cas pour plein de choses. C'est le cas pour des personnes qui peuvent souffrir d'anxiété. C'est l'anxiété, elle te fait avoir
comportements. Alors ça, c'est un grand sujet aussi. Parfois, les gens, oui, je veux juste plus ça. Quand tu creuses, c'est de l'arbre qui cache la forêt. Ah oui, mais il y a tel comportement. Ah oui, mais ça, je veux pas y toucher. Les anxieux vont te le dire. Je ne veux pas toucher à ça, mais je veux juste toucher à ça. Ouais. Ah oui, non, ça va être un peu compliqué. On peut, c'est faisable. Mais ça va aussi être la finesse du psychologue de amener comment est-ce qu'on travaille la forêt, finalement. Et là, tu rentres aussi dans un autre travail. Donc voilà, c'est pas automatique. C'est pas automatique. On se questionne systématiquement sur la responsabilité qu'on a, en fait, vis-à-vis de nos patients. On sait dans quel état mental et physique ils arrivent. Et on est responsable de comment ils vont sortir. Si est-ce qu'on a la possibilité d'induire des choses en psychologie, on va pas se mentir. Il faut faire super attention avec l'utilisation des outils qu'on a. Tu ne peux pas te permettre qu'un patient ressorte moins bien après un suivi avec toi qu'avant de t'avoir rencontré. Oui. Et ça, c'est une responsabilité énorme, en fait. Oui, totalement. Parce que d'où l'utilité de se questionner en permanence. Je viens pour gérer ça. Ok, on y va. Non, on n'y va pas bêtement et méchamment. On se questionne et on vient voir comment c'est intriqué. Les fameux rouages de ça fait 10 ans que j'ai ça. Pendant 10 ans, tu t'es construit dessus. Ok, comment tu t'es construit dessus? Et peut-être après, on avance et on voit. Mais c'est pour ça qu'on dit aussi la psychologie, c'est lent. La psychologie, en 50 minutes, t'as le temps de rien faire. Ce qui en réalité est un peu le cas. En 50 minutes, t'as le temps de rien faire. Ça dépend. Les tempos sont différents. Okay. Je dirais selon les consultations. Parfois, avec certains patients, tu vas te rendre compte que 3 séances, et toi-même, tu auras cette impression-là aussi, parce que ce que ressent ton patient, tu le ressens. Ça, faut pas croire. Ouais, j'imagine. T'as l'impression que c'est complètement plaqué et il s'est rien passé. Alors, la 4e séance, alors là... Ça s'est débloqué, il y a un changement radical. Radical. Et ouais. Du coup... et d'autres fois, c'est plusieurs mois ou même plusieurs années de suivi. Oui, totalement. Ça va dépendre de la problématique, ça va dépendre de comment, du rythme du praticien aussi. Moi, je sais que je suis peut-être un petit peu speed, ça correspond avec ma personnalité, mais... Quand tu dis speed, c'est que tu veux des résultats rapidement ou c'est juste ton approche qui est plus rythmée et qui laisse moins la place aux périodes de calme et de moins bien? Pas dans ce sens-là. Ok. Ouais, effectivement, je précise. Speed dans le sens, j'ai envie que mon patient soit expert très rapidement, lui aussi, de ce qu'il a. Et pour moi, c'est essentiel. Donc, ce qu'on appelle faire de la psychoéducation, j'éduque très rapidement mes patients. Très, très rapidement. Tu leur apprends à ne plus avoir besoin de toi, en fait, c'est ça? C'est ce que je leur dis. Je leur dis, moi, mon but, c'est que vous ne me voyez plus. Je suis une béquille. On va se voir pendant, je sais pas, 6 mois, 8 mois, 1 an. Avec grand plaisir, d'ailleurs. Et après, normalement, tu as les outils nécessaires pour naviguer tout seul. Ouais. Okay. Ouais. Normalement. Après, ça dépend. Ouais, évidemment, on fait du cas par cas. Il y a des personnes, ça va être du chronique. Donc, bon, là, on va les prendre un peu plus longtemps, évidemment. Même quand c'est du chronique, c'est important de se dire que toute sa vie, on n'est pas suivi. C'est par vague. C'est par vague parce que les chroniques, ils ont aussi des outils à un moment. Et ils se connaissent super bien. J'ai des patients en tête, j'arrête pas de leur dire, mais vous avez une qualité exceptionnelle par rapport à plein d'autres personnes. C'est que ça fait des années que vous avez été diagnostiqué, des années que vous vivez avec votre maladie, mais vous êtes encore plus expert que moi sur votre trouble. Et ça, c'est une qualité énorme qu'il faut absolument développer chez nos patients. Et moi, du coup, je le fais assez vite parce que j'ai envie qu'ils aient aussi accès à ces outils-là pour améliorer leur qualité de vie. Je suis très axée qualité de vie. Et comment ça se fait qu'ils continuent à revenir quand ils ont tous ces outils? C'est qu'ils ne réalisent pas qu'ils les ont ou c'est qu'ils ont besoin peut-être... justement d'un environnement que tu aurais peut-être construit où ils se sentent vraiment en confiance, ils ont la possibilité d'échanger de manière très libre et sans jugement. C'est peut-être aussi ça qu'ils recherchent? Il y a de ça. Il y a de ça. Et il y a aussi, tu crées un espace un peu... moi, je compare le cabinet d'un psychologue à une bulle un peu spatio-temporelle. Carrément. T'as pas... Mais même nous, en tant que psychologue, en tout cas peut-être pas tous mes confrères, je n'ai aucune notion du temps dans ma journée de travail. Quand je fais 9h-20h, ah oui, j'ai 20h. Je vis aussi dans cette bulle. Donc pour toi aussi, c'est une bulle temporelle. Ouais. Et je pense qu'on leur offre ça en tant que praticien dans la santé mentale. C'est l'espace qu'ils n'ont pas chez eux. C'est même quand ils vont très bien et quand ils ont terminé leur traitement, quand on a terminé notre trame et notre prise en soin, ils viennent encore te voir. J'en ai plein comme ça. Ils continuent, je leur dis, on a terminé nos objectifs, on a atteint tout ça.
revenez me voir s'il y a un problème. Il n'y a pas de souci, je suis là, vous savez où me trouver. Mais ils reviennent. Ils reviennent, ils font un petit check-up tous les 3, 4, 5 mois parce que ça leur offre, je pense, une bulle d'oxygène. Ils adorent, ils viennent, ils posent les choses. Tu leur amènes aussi des réflexions à ce moment-là. Tu fais pas que recevoir et faire. Bien sûr. Mais et ouais, finalement, ils prennent goût à la psychothérapie. Et finalement, je pense que là-dessus, je pense que c'est une grande fierté que j'ai, c'est que j'arrive à casser le stéréotype qu'on a en tant que psychologue, de se dire le psychologue c'est pour les fous. Maintenant, ils vont très bien, ils reviennent me voir. Donc, s'ils se sont tellement inscrits dans le parcours de soins que maintenant ils s'inscrivent aussi dans un parcours sain. Ce qui est hyper gratifiant pour toi. Parce que non seulement tu as réussi ta mission, et en plus de ça, ils continuent à avoir une relation très saine avec toi et avec eux-mêmes en fin de compte. Ouais, totalement. C'est super. Pour en revenir à la question du trauma, on est d'accord que probablement l'énorme majorité de la population ne va jamais consulter de psychologue. Ce qui est peut-être une mauvaise chose. Tu nous donneras ton avis juste après. Non, donne-nous ton avis maintenant, parce que ça va conditionner la deuxième partie de ma question. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Est-ce qu'on devrait tous être suivis, en fait, dès notre plus jeune âge, pour qu'au moins on ait l'éducation nécessaire pour savoir comment fonctionne notre psyché, et on n'a plus besoin de vous pour tout le restant de notre vie, à moins qu'il se passe des choses graves. Oula, il y aurait du boulot, du coup. Non, j'aurais tendance à dire que non. Ce serait pas une nécessité qu'on aille tous se faire suivre. Ça n'engage que moi. Tous mes confrères ne seraient pas d'accord avec moi. Non. Après, c'est évidemment toujours super intéressant de travailler sur soi. On en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. Bien sûr. Et c'est très enrichissant. Maintenant, j'aurais tendance à te dire que emmener son petit chez le psychologue à 6 ans, peut-être pas. Ouais. Peut-être pas. Ou alors pour faire un petit check-up. J'en ai des parents qui m'emmènent leur enfant, qui viennent me demander conseil. Je rencontre l'enfant. On prend 1 heure, 1h30 ensemble. Ça dépend peut-être de la démarche des parents aussi. Ouais. Parce que des parents qui emmènent leur petite 6 ans parce qu'ils ont des questionnements, tu vois, qui sont tout à fait sains, ça peut être, j'imagine, très intéressant. Et des parents qui emmènent leur petite 6 ans parce qu'ils veulent à tout prix leur trouver un problème, peut-être que là, on tombe dans le malsain. C'est ça, parce qu'à 6 ans, tu peux trouver beaucoup de choses. Entre 5 et 10 ans, tu trouves beaucoup de choses. Parce que l'esprit même pas, le cerveau humain, il n'est pas encore très bien câblé. Mais c'est pas révélateur de ce qui pourra se passer dans la vie adulte ou même en tant qu'adolescent. Exactement. Il y a beaucoup de troubles qu'on ne diagnostique pas avant l'âge adulte. Parce que les cognitions ne sont pas encore très bien faites avant 18-20 ans. Donc emmener ouais, aussi tard. Ouais. Il y a certaines fonctions cognitives, exécutives qui se terminent à 25 ans. 25 ans ? Donc on finit pas notre croissance avant 25 ans en fait. Ta main, elle est mature à 22 ans. 21 ou 22 ans, ouais. Intéressant. Donc maman à 22 ans, mon esprit à 25 ans. Ouais. C'est le bordel ça. C'est ça. Non, on est une espèce qui se développe super doucement. Nous, on est tranquille dans notre vie. Tranquillement. Aussi tard que ça. Donc oui, il y a des choses qui ne se manifestent pas avant de... Ouais, quand bien même, il y a des choses qui peuvent se manifester avant 10 ans. Et parfois, il vaut mieux même pas y toucher. Ouais. Parce qu'il y a des enfants qui vont avoir beaucoup de mal à ne pas faire la différence entre réalité et le rêve. Et il y a des enfants, ils vont parfois te sortir des trucs. Oui, mais il m'est arrivé ça. Tu demandes aux parents. Il m'a dit ça en consulte, un truc un peu inquiétant. Il m'a dit ça en consulte. Ah oui, non, vous inquiétez pas, c'est un rêve. Ah d'accord. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Donc en fait, consulter avant un certain âge, pourquoi pas. Évidemment, j'ai beaucoup de parents en période de divorce. L'enfant, il peut aller très bien, il fait ses nuits, il n'y a pas de régression, à l'école tout va bien, il n'y a pas d'impact sur les apprentissages. Ils viennent quand même te voir. Ça, je trouve ça génial. Même s'il n'y a rien, on se questionne. Et je trouve ça important, à la limite. On peut-être pas anticipe d'aller... un peu, en fait. Et sans aller, si tu veux, jusqu'à consulter. Mais au moins que le questionnement, il s'ancre de plus en plus dans la population, de se dire, pourquoi pas aller me questionner sur la santé mentale du parent. Aussi, moi, je suis en divorce. Je me questionne, est-ce que ça va aller ? Est-ce que je veux voir quelqu'un ou pour son enfant aussi. Pour beaucoup, ça reste une action qui est lourde de sens d'aller consulter un ou une psychologue. Pour certains, c'est difficile à digérer, en fait. Parce que
ils ont peut-être l'impression que c'est l'acceptation que quelque chose ne va pas, et c'est un peu difficile à assumer. Ouais. Alors que c'est OK. Enfin, tout le monde a des périodes où ça va un peu moins bien, ou même beaucoup moins bien. Et c'est pas pour ça que c'est un aveu de faiblesse ou quoi que ce soit. Bah, c'est ça. Et puis la fameuse phrase le psychologue, c'est pour les fous. Bah non, moi je suis juste en plein divorce. Hein. C'est bon, c'était pas moi le fou, de toute façon, c'était mon ex. T'as beaucoup de ça, quoi. Et c'est normal, hein. C'est normal. C'est toujours l'ex, le pervers narcissique et le fou, hein. Évidemment. Hein. Et on est tous le fou de quelqu'un, de toute façon. Mais non, c'est important de se questionner, je pense. Et c'est là, pour moi, que le travail commence. C'est là de se dire, soit tu vas considérer le psychologue comme une béquille, soit tu vas te dire, oh, si je passe la porte du psychologue, c'est terminé. C'est une remise en question. C'est l'asile psychiatrique, c'est tout ce qui s'ensuit. Mais il faut juste voir, je pense, le psychologue comme une béquille. On n'est pas là pour juger. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'on juge. Jamais. On est dans l'acceptation inconditionnelle de notre patient. On peut nous dire les pires horreurs. Eh bah, ok, j'entends. Ouais, c'est votre métier. Ouais. On est confronté à ça et ça fait partie du métier, en fait, d'être dans cette acceptation inconditionnelle. Il n'y aurait pas ça, on ne pourrait même pas être psychologue, on ne pourra même pas appeler ça la psychologie. Tu vois. Sûr. Donc, et tu es confronté à des personnes qui ont carrément honte de te consulter, où c'est vraiment difficile pour elles de venir te voir, en fait, hein, et qu'elles n'assument pas, et qu'il y a en plus un travail à faire sur peut-être leur trauma, mais sur rien que le fait de passer la porte de ton cabinet. Ouais, et même pas pour des questions de trauma. C'est parfois pour des questions les plus... assez terre à terre. De ta vie de tous les jours. Okay. Et c'est un peu les mêmes profils qui sont... c'est ma mère qui m'a dit de consulter. Le grand gaillard de 45 ans qui vient. C'est vrai. Et qui vient. C'est mes amis, ils me sentent un peu mou en ce moment. Mais moi, je voulais pas être là. Hein. Évidemment. Et là aussi, c'est ton travail de faire de l'alliance. Hein. C'est ton travail de l'inscrire dans son parcours et dans sa présence ici. Il y a une carapace à percer, j'imagine, et puis après, le travail peut commencer. Ah oui, j'ai un patient en tête. Incroyable le parcours qu'il a. C'est exceptionnel. Il est arrivé et il me disait à chaque fois j'arrive toujours 10 minutes en avance, moi, parce que... il faut vraiment que je souffle avant d'entrer et de passer la porte. Ah ouais. Mais pendant 6 mois, il est arrivé 10 minutes en avance. Parce qu'il avait besoin de son sas imaginaire. De décompression et pour passer la porte. Et pourtant, c'est un patient avec qui j'avais une très bonne alliance. On rigolait beaucoup. On avançait très bien. Mais pour lui, c'était un acte quand même lourd de sens. Et il avait besoin de ces 10 petites minutes. Ouais, totalement. Il avait besoin de ça. Sur la fin, je crois qu'il avait besoin de moins de ça. Ou carrément plus, d'ailleurs. Mais et même quand je lui ai dit bah non c'est bon vous allez très bien en tout cas je l'ai accompagné sur la fin de prise en soin. Ah bon, mais vous êtes sûr, vous me relâchez là? Ah ouais carrément. Ouais. C'était cette réaction là. Ouais, au bout de je crois que je l'ai accompagné 7 mois et à la fin ils te disent oh là vous êtes sûr je peux me passer de vous? Bah oui, moi je suis la béquille. Je suis la béquille et là il en a plus besoin. Il y en a plus besoin. Et il en a plus besoin. Et parfois, justement, ils ont l'impression qu'ils en ont encore besoin. Mais c'est aussi le rôle du psychologue de pas tout le temps tirer sur des choses qui, encore une fois, peut-être n'ont pas à être tirées. Et là, on rentre dans quelque chose. Donc oui, on peut toujours aller plus loin en psychologie. Oui, c'est le métier. On est là pour décortiquer et pour voir comment tu t'es tricoté le cerveau depuis les 20 dernières années. Mais comment tu fais, toi, personnellement, alors, pour te dire, OK, là, c'est le bon moment? Parce qu'au final, est-ce que... Ouais, vas-y. Comment tu fais pour savoir quand c'est le bon moment et qu'il ne faut pas forcément tirer encore sur les choses qui pourraient être résolues, tu vois? On fixe des objectifs. Dès le début de la prise en charge, on fixe tous nos objectifs. C'est aussi concret que ça. Ouais. Trop bien. Moi, je sais que je rencontre mon patient, on fait une longue séance la première rencontre, on fixe les problématiques, on fixe l'impact qu'aujourd'hui telle problématique a sur le côté émotionnel, sur la sphère professionnelle, personnelle, sociale, etc. etc. C'est quadrillé en fait. Après, moi, c'est ma façon de pratiquer aussi. On fixe nos objectifs. Une fois qu'on a fixé nos objectifs et qu'on les a atteints, on se questionne. Est-ce qu'on peut continuer? Parce que maintenant, ça fait 6 mois, 1 an qu'on se connaît. Évidemment, on voit toujours des choses, hein. Mais est-ce qu'on continue pour autant? Il y a des patients qui vont te dire oui, on y va, parce qu'ils adorent, du coup. Mais il y en a qui vont te dire ah bon, on les a atteints, là? Ah ouais. Et là, je leur ressors, parce que moi, j'aime beaucoup passer à l'écrit, je leur ressors ce qu'ils me disaient, j'ouvre les guillemets carrément dans mes notes. Hein. Bah là, il y a 6 mois, vous me disiez ça, telle phrase. Là, il y a 3 semaines, vous me disiez ça. Ah ouais.
Et je les confronte, tu vois, à tout leur cheminement. Et ils me disent, ah ouais, en fait. Ouais, parce que sinon, pour eux, c'est difficile de réaliser la progression. Ouais. Et on passe du coup par nos notes, on passe par les objectifs, on passe par de la concrétisation. On a souvent cette image-là que la psychologie, c'est pas comme le corps. Le corps, tu fais un coup de muscu, tu le vois, je suis pas mal aujourd'hui devant le miroir, c'est bon, ça paye. La psychologie, c'est pas quelque chose, c'est pas un organe que tu peux percevoir. Bah après, je te rassure, même en muscu, certains, au bout de 6 mois, ils n'arrivent pas à voir leur progression. Hein. Et tu es obligé de leur montrer leur mensuration et des photos d'avant pour qu'ils réalisent véritablement qu'ils ont progressé. Ça arrive littéralement, mais tout le temps. Hein. Ah, ok. Donc, ça me surprend pas que tu dises ça toi aussi. Et en fait, dans mon imaginaire, la psychologie, c'était plus abstrait que concret. Et je pense que beaucoup de personnes pensent ça aujourd'hui. Et le fait que tu parles d'objectifs et d'atteinte et de moyens très, très concrets pour la suivre, cette progression, et du coup, forcément, ça me fait penser au parallèle du sport parce que c'est mon métier. Mais ça me fait aussi carrément changer d'avis et de réaliser que c'est bien plus concret que ce que je l'imaginais. Ouais. Mais c'est très ancré. Hein. De se dire, le psychologue ne va jamais te dire ce que tu as, il va jamais te parler, de faire des petits résumés de séance. Évidemment, il faut en faire. En général, je ne fais pas tout le temps des résumés de là, on en est là, tel jour, telle heure. Sûr. Oui. Mais quand je suis notamment dans la phase d'éducation de mon patient, je lui fais un résumé, une session 5 minutes, 10 minutes, débriefing. Viens, je t'explique ce qu'on a fait. Parce qu'il n'est pas encore très au fait avec toutes les notions qu'on travaille. Tout ce qu'on travaille, ça va... je te parle, par exemple, je sais pas, sur l'anxiété sociale. On va travailler le contrôle, on va travailler la notion de performance, la notion de perfectionnisme. On va travailler plein de choses comme ça. Et c'est vrai que dans une discussion comme ça, t'as pas l'impression, parce que c'est du papotage hein, aussi, très grossièrement, on va parler. Mais le psychologue en face, il sait exactement ce qu'il fait. Et le but, c'est de leur en parler. De se dire, attends, là, on a fait nos... sentiment d'auto-efficacité, sentiment de contrôle, perception de soi, image de soi. Et tu vois, ça. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de patients qui me disent « Oh tu peux me faire un petit mail vite fait, tu me fais 2-3 tirets, telle notion égale tel truc qu'on a travaillé. » Et maintenant, d'ailleurs, ça fait pas longtemps que je le fais parce que les patients me le demandent de plus en plus. Je leur fais mini-mail devant eux. Pendant que je leur fais le résumé, je tape en parallèle et je leur envoie direct. Enfin, à la fin de la séance ou pendant la séance, c'est ça que tu veux dire? Oui. Mais trop bien. Ouais. Et du coup, ils savent exactement sur quoi... là où on en est. Et en plus, moi, je suis une psychologue un petit peu à casse-pied. Je donne des devoirs, bien évidemment. Attends, comment ça, t'as des devoirs? Ah ouais, tu vas chez le psychologue, tu ressors avec des devoirs. Ah, moi, tu es là pour bosser ou t'es pas là, ou tu viens pas. Après, j'implique énormément mes patients. C'est parce que j'ai envie qu'ils voient leur progrès. Et quand tu dis devoir, ça peut être d'être plus attentif à certains comportements, certains mécanismes, etc. C'est plutôt ça? Oui, les faire travailler en dehors de mon cabinet. J'ai pas la science infuse, j'ai pas la prétention qu'en 50 minutes aujourd'hui, je vais te régler tel problème. Tu développes leur conscience hors cabinet. Exactement. Et c'est justement à l'extérieur que ça se passe, parce que le problème, il est à l'extérieur, il n'est pas dans ton cabinet. Hein. D'ailleurs, les patients à l'intérieur de ton cabinet, mes grands anxieux sociaux, ils te parlent, mais comme si on se connaissait depuis 10 ans, alors qu'ils sont tout recroquevillés dans la nature. Et justement, tu es dans un espace-temps, encore une fois, chez le psychologue. Et mon but, c'est vraiment d'appliquer ce qu'on fait et d'être le plus terre-à-terre possible. À l'extérieur, tu vas faire ça. Et là, on ne va pas juste en papoter pendant 50 minutes. Tu vas t'y mettre. Et c'est pas parce qu'on n'est pas ensemble que tu ne travailles pas. C'est pas parce que je suis là que tu ne travailleras pas. C'est tu es acteur. C'est pas moi l'actrice de ta prise en charge. C'est trop bien d'avoir une vision beaucoup plus précise de ce métier. Tu te considérais comme une exception ou non? Tu as plusieurs collègues qui fonctionnent de la même façon? Tout à fait. C'est les fameuses thérapies cognitivo-comportementales. La partie très scientifique de la psychologie. On rend le patient acteur. On le mobilise. Je pense de connaître ce fonctionnement-là, ça décomplexera beaucoup de personnes de sauter le pas et d'envisager d'aller consulter un ou une psychologue, même si tout va bien. Ouais. Et puis, si je peux ajouter la motivation à aller voir mes confrères, on peut rigoler avec le psychologue. Hein. Moi, j'ai des dépressifs, ils me font des très bonnes blagues et je rigole. On rigole chez le psychologue. C'est quelqu'un qu'on connaît aussi à un moment, des accompagnements. Hein, on les a depuis des mois, on les voit 2 fois par mois. Bah oui, il y a du lien qui se crée. Ouais, ce que tu veux dire par là, c'est que toutes les séances ne sont pas des larmes et du déterrement de vieux traumas ou des trucs comme ça. Non, et heureusement. Encore heureux, ouais.
heureusement. J'ai des patients justement qui viennent pour avoir ce côté libérateur, mais et qui pleurent même quand ils me disent quelque chose de drôle. Mais c'est parce qu'ils sont chez le psy et que ils lâchent tout. Il n'y a plus rien, masque baissé. C'est cette fameuse bulle, ils peuvent le faire parce qu'ils sont dans cet environnement-là. Et ils s'autorisent ça, et ouais, totalement. Mais c'est son espace à soi. On peut dire n'importe quoi. La pire blague d'humour noir, on peut la sortir avec son psy, on peut rigoler avec son psy. J'ai des patients, ils me vannent dès la salle d'attente, c'est pour te dire. Ils sont chauds. Ah oui, mais devant tous les patients de toute ma maison médicale. Ah et ouais, allez, ils me regardent. Ah oui, non. Alors au moins tu les mets à l'aise, c'est ça que... Ah, ils se sentent très à l'aise, moi. C'est ça qu'il faut en retenir. Totalement, ouais. Après, c'est moi qui ai cette approche-là aussi. Oui, ouais, bien sûr. Vous avez tous une approche différente et puis c'est la tienne. Quand je voulais préparer ce podcast, tu sais, je t'ai envoyé des petits sujets par mail. Et probablement c'est pas celui qui m'intéressait le plus, mais c'est celui dont on entend beaucoup parler actuellement, c'est le sujet de la dépression. Parce qu'on a l'impression, peut-être que tu me diras si c'est juste une impression ou si c'est un fait, que ça touche de plus en plus de personnes, que de plus en plus de personnes se plaignent d'être dépressives. J'ai failli utiliser le mot déprimé, mais peut-être que tu pourras nous faire la distinction entre ces deux termes. Est-ce que selon toi, effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui souffrent de dépression, ou en tout cas qui consultent pour de la dépression? Et peut-être pour commencer, quelle est la différence avec de la déprime? Alors, la différence entre déprime et dépression, c'est que tu vas avoir un état pathologique, dépression, et un état non pathologique, la déprime. Je te commence la description de la déprime. La déprime, ça va être une baisse de morale liée à un événement, un déménagement, un deuil. Je rappelle que le deuil est un processus normal. En tout cas, il va t'arriver quelque chose, la perte d'un emploi. Tu vas être un petit peu mis à mal à ce moment-là. Mais pour autant, si on vient de faire une blague, si on vient un petit peu te stimuler, si ton enfant vient te voir et qu'il t'a fait un collier de pâtes, tu vas être content, tu vas le sourire, tu vas ressentir du plaisir en fait. Et ça va être OK. L'estime de toi va être assez bonne, tu vas conserver des activités au quotidien, tu vas être assez dégourdi en fait dans ta vie. La dépression, c'est un état pathologique. On ne va plus ressentir ce plaisir au quotidien, même si on vient te stimuler, même si ton meilleur ami te fait ce que tu préfères au monde pendant une semaine, tu pars en vacances, il va pas se passer grand-chose. L'estime de soi va être assez basse. On va avoir aussi la présence d'un impact sur le sommeil, l'alimentation, aussi la présence potentiellement d'idées noires. Donc c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de très sérieux qui s'étudie au niveau neuroanatomique, neurobiologique aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs que le traitement, c'est aussi les antidépresseurs. Parce qu'il faut rétablir un équilibre chimique dans ton cerveau auprès des neurotransmetteurs qui sont engagés dans ce déséquilibre en fait. Est-ce que ça veut dire qu'au contraire, la déprime, c'est pas vraiment quelque chose de très sérieux? Enfin, c'est un état passager qui ne va pas provoquer de choses plus sérieuses sur la santé, en fin de compte. La déprime peut glisser vers la dépression, ouais. Évidemment. Faut être assez vigilant. À partir du moment où tu vois que tu ressens plus de plaisir et que tu rentres dans un peu une triangulaire de mauvaise perception de soi, mauvaise perception de l'avenir et mauvaise perception de l'environnement, là, faut se questionner. Mauvaise perception de soi, de l'avenir et de l'environnement. Et de ton environnement. Ok. Donc ça, c'est les 3 points à surveiller. Oui, tout à fait. Si une personne qui est atteinte de dépression, tu lui poses la question comment tu conçois les choses là, même dans 3 semaines, donc du court terme, elle va te dire j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, je sais même pas si je serai encore là. Okay. Je te parle d'une personne qui a aussi des idées noires. Mais oui, on est dans un état où la déprime peut glisser vers la dépression. Tu le perçois pas forcément, d'ailleurs, ce glissement. L'entourage va souvent le percevoir. Il peut conseiller d'ailleurs aux patients d'aller consulter. Mais il y a ce petit switch qui est très fin en fait. Est-ce que certaines personnes qui dépriment se considèrent dépressives à tort? Ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. On parlait du deuil.
le deuil est un processus normal. C'est normal que pendant parfois des longues durées, ça aille pas fort. Le matin, tu te lèves super fatigué. Ouais, tu as du mal à récupérer. Ouais, tu fatigues plus vite que d'habitude. Parce que le deuil, je le prends pour exemple, mais c'est une réorganisation psychique de toi-même et de ton environnement. On t'enlève quelque chose. Encore une fois, le cerveau n'aime pas la nouveauté. Donc là, tu lui enlèves quelque chose, tu lui enlèves un pied de la table, il a besoin de se réorganiser, donc c'est normal d'être un peu plus fatigué, c'est normal d'être triste aussi, évidemment, c'est normal de ressentir tout ça. Ça peut être le cas avec la perte d'un emploi aussi, tu l'as mentionné juste avant. Oui, totalement. D'accord. Parce que la déprime, elle peut arriver quand on t'enlève un barreau à ta fenêtre, finalement. Mais tu vois, la perte d'un emploi, si je reprends la triangulaire estime de soi, estime de l'environnement et estime de l'avenir, de l'avenir, là, quand tu perds un emploi, les trois peuvent être remis en question. Imagine, demain, tu te fais virer, estime de soi, pas terrible, l'avenir, pas ouf, l'environnement, tu peux perdre un petit peu confiance en le monde du travail. Ça pourrait être difficile dans ce cas de figure-là d'arriver à faire la différence entre une déprime et une dépression. Là, on va tabler sur des symptômes un peu plus précis. On va voir si la personne est encore capable d'engager des choses. Si tu n'arrives plus à planifier, là, on va commencer peut-être aussi à se questionner. Si ça a un impact sur ton alimentation, attention, la déprime peut aussi avoir un impact sur l'alimentation. Mais si tu as un gain de poids, une perte de poids significative, on a 5% un taux significatif sur tant de temps, oui, là aussi. Tu vois, on entre carrément dans des pourcentages, on entre carrément dans d'autres choses en fait, à ce moment-là, pour être sûr qu'on table sur de la dépression. Là, évidemment, il y aura des idées noires. Évidemment, non, pas forcément. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et les idées noires, beaucoup de personnes en ont, mais ne s'en rendent pas compte. Au cabinet, bon, ça va, tout va bien. Demain, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Oui, j'ai prévu plein de trucs. Un dépressif peut te dire ça aussi. Mais sur les idées noires en particulier, il y a des façons de poser la question parce que tu peux en avoir sans t'en rendre compte. À te dire finalement, peut-être que ce serait plus simple. Si j'étais pas là. Oui. Si j'existais pas. Oui. Et nous, on va se dire, ouais, là, potentiellement terrain glissant. Est-ce que les idées noires sont directement synonymes à dépression ou il y a d'autres cas de figure où tu as rencontré des patients qui n'étaient pas dépressifs mais qui avaient quand même des idées noires? C'est quand même lié à l'humeur. Ouais. Donc oui. Ouais. Globalement, ça veut dire qu'il y aura une humeur très très basse et plein d'autres choses. Après, la cause, on va dire, de tes idées noires, ça va être parce qu'il t'est arrivé un événement. Peut-être potentiellement tu vas devoir aller en prison. C'est horrible ce qui t'est arrivé. Et, toi aussi t'en souffres. Mais c'est l'humeur qui va jouer sur tes idées noires. Du coup, la dépression, s'il y a parfois il y a des barèmes bien précis ou en tout cas des variables précises à étudier pour savoir si le patient est dépressif ou non, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'auto-diagnostiquer, j'imagine alors. Les gens arrivent globalement avec une bonne connaissance de ce qu'ils ont. Tu vas leur poser les questions, comment est votre humeur depuis plus de 15 jours? Elle est un peu basse, d'accord. Comment est-ce que vous ressentez du plaisir au quotidien? Non. En fait, ils vont avoir des réponses assez claires. La personne en face de toi va pas te dire je sais pas. Elle le sait. Elle le sait, sans pour autant poser les mots dépression ou pas, mais justement, elle vient chercher ça auprès de toi. Et elle va te répondre de façon très claire. De la même façon, une personne qui a envie, qui a un scénario pour de suicide, va te répondre. Tu peux, ça c'est un mythe de se dire la personne ne va pas te répondre. Justement, elles vous répondent, mais très très bien. Donc oui, les gens te répondent, les gens savent ce qu'ils ont, ils en ont conscience. Il y a une certaine forme d'acceptation aussi là-dedans. Mais alors les personnes qui ne t'en parlent pas, qui ne consultent personne en fait, et qui s'auto-diagnostiquent dépressifs, qui ont décrété du jour au lendemain qu'ils étaient dépressifs. Est-ce que c'est possible? Enfin, est-ce que c'est accepté? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce que Techniquement, le diagnostic n'existerait pas parce que le médecin ne l'aura pas posé. Maintenant, oui, c'est possible et c'est même, je pense, beaucoup de personnes qui ne consulteront jamais pour une dépression. Il faut savoir que la dépression, il y a une rémission spontanée. Même si tu ne la soignes pas forcément, il y a des cas où oui, ça existe totalement. Maintenant, c'est toujours mieux quand on est aidé par les molécules et la psychothérapie.
Il y a des personnes, rémission spontanée sans rien. Ouais, c'est possible. Mais du coup, là, il n'y aura pas eu de diagnostic, il n'y aura pas eu tout ce parcours de soins. Ouais. Donc, techniquement, on n'aura pas pu dire qu'ils étaient dépressifs parce qu'un médecin ne l'aura pas diagnostiqué. C'est ça. Globalement, tu vas leur diagnostiquer la dépression quand ils vont aller dans potentiellement une rechute. Parce que le traitement de la dépression doit traiter la rechute, systématiquement. Et le traitement par molécule, donc ça je te dis pour le traitement de la psychothérapie, on traite l'épisode dépressif et la rechute. Et les antidépresseurs traitent pendant l'épisode, pendant la rechute et après la rechute. Les antidépresseurs, tu les prends en 3 temps. Et c'est pour ça que c'est hyper important de ne pas arrêter son traitement. Parce que la rechute, c'est vraiment quelque chose de risqué, ça arrive possible. Dans énormément des cas. La dépression, c'est une maladie qui rechute. Beaucoup. C'est pour ça qu'on appelle ça épisode dépressif. Tu peux avoir un épisode 3, 4, 5. C'est pas facile. Et en général, les personnes dépressives finiront systématiquement par consulter parce que rechute. Et ça, c'est important de le savoir. Ouais, je comprends. Et c'est pas à prendre à la légère. Non. Non, et c'est pas... Ils ont essayé... Dans les années de la psychiatrie un peu barbare, j'allais dire, de se dire que la dépression, ça n'existait pas. Que plein de maladies mentales, d'ailleurs, n'existaient pas. J'allais y venir, vraiment, parce que la dépression, il y a une certaine partie de la population, ou un certain groupe de personnes, on va plutôt les appeler comme ça, qui considèrent que la dépression n'est pas une pathologie. Oui. C'est une pathologie. C'est une pathologie psychiatrique qui a un impact sur le physique. On voit ça sur les cortex préfrontaux au niveau neuroanatomique, tu vois très bien les structures qui sont pas similaires à un sujet lambda. De la même façon, tu vas avoir des neurotransmetteurs très précis qui vont être impliqués dans la dépression aussi. D'où l'impact sur le sommeil, l'alimentation, la concentration, parce qu'il y a cette implication des neurotransmetteurs. Donc des petits bonhommes dans ton cerveau qui se baladent. Ils se baladent pas très bien, quoi. Donc, c'est vraiment significatif. Et souvent, d'ailleurs, les personnes qui sont dépressives, elles-mêmes, elles vont pas vouloir l'être. Elles vont se dire non, l'autodiagnostic de la dépression, j'en vois pas beaucoup. Hein. Ils aiment pas. Ils aiment pas. Eux-mêmes ne veulent pas se considérer comme dépressifs. Parce que c'est une maladie qui a mauvaise presse, on va dire. C'est un aveu de faiblesse un petit peu de se considérer, d'accepter la dépression. Je pense qu'ils doivent le percevoir comme ça, oui. En tout cas, c'est perçu comme ça par pas mal de personnes qui imaginent que déjà la dépression n'est pas une pathologie et que ça n'existe pas en fin de compte. Ouais, c'est ça. Mais dans leur tête, ça n'existe pas jusqu'au moment où ça existe. où ça devient trop lourd. Ouais. Ça devient trop. Et là, ils se disent faut que j'aille me faire accompagner. Tu as parlé d'autorémission juste avant. Ouais. Donc, autorémission, ça veut dire que la dépression se disparaît, en fait, d'elle-même. Oui. La dépression chronique, ça existe, mais c'est un trouble dans la grande famille des troubles dépressifs. Ça s'appelle la dysthymie. Et globalement, un épisode dépressif, ça dure, grande échelle, 1 an. Moins d'1 an. Et il peut y avoir des rémissions spontanées, oui, totalement. Qui sont dues à un changement de mode de vie ou non? C'est vraiment... c'est juste l'épisode qui se termine. Rémission spontanée, c'est spontané. Ok. Donc la dépression, ça se guérit. Sauf si on entre dans du chronique, où là, en plus, le problème, c'est chronique parce que c'est pharmacorésistant. On a aussi ce problème-là. Donc les molécules que tu consommes n'ont pas l'effet escompté, c'est ça? Ouais. Ça fonctionne pas très bien. On a plusieurs types d'antidépresseurs qui fonctionneront pas super bien. Il va falloir tester plusieurs molécules et espérer qu'il y en a une qui fonctionne finalement. Et qu'est-ce que tu penses du traitement de la dépression sans médicaments? Alors, je vais me fixer quand même sur les recommandations de santé. Le traitement de la dépression, c'est quand même molécules, psychothérapie. L'un des deux ne suffit pas pour sortir de la dépression. Que antidépresseur sans consulter, compliqué. Que psychothérapie sans la molécule, compliqué aussi.
De plus en plus, il y a des recherches depuis 5 ans, 10 ans, donc c'est très récent, qui s'axent vers vraiment tout ce qui peut être employé en dehors de la molécule des antidépresseurs. Il est encore conseillé d'avoir un traitement en psychothérapie. Maintenant, il commence à se fixer sur beaucoup de choses, sur potentiellement les alimentations anti-inflammatoires, les personnes en surpoids ou obèses, leurs cellules adipeuses vont produire certaines choses qui vont faire que ça va être inflammatoire évidemment pour tes organes du corps, ton cerveau, et donc ça va le faire un petit peu dysfonctionner, et donc on va observer une humeur basse. En tout cas, il y a de plus en plus de recherches qui s'axent dessus. Mais c'est encore très récent. C'est récent, c'est récent. On a de bons résultats depuis maintenant, oui, peu. Mais ça a toujours un petit peu existé, ce genre de recherche. Mais là, les résultats sont très, très probants actuellement. Et tu penses que du coup, c'est prometteur pour la suite? C'est super prometteur. C'est super prometteur. Je trouve ça génial qu'il y ait des financements là-dedans et qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut aussi faire autrement. Parce qu'il y a des personnes, elles sont anti-médicaments. Donc finalement, on les axe beaucoup vers de la méditation. Il y a beaucoup de recherches aussi dans la méditation. Comment la méditation peut pas se substituer à une molécule, mais finalement peut avoir aussi ses effets sur le cerveau. Donc ça aussi, c'est hyper, hyper intéressant. C'est quelque chose auquel tu es ouverte, toi, justement? C'est le traitement de la dépression par des choses qui ne sont pas des médicaments? Tu es obligé de t'y ouvrir. Parce qu'en face de toi, si tu as un patient qui veut pas, il veut pas. Après, je suis pas médecin, c'est pas à moi de lui prescrire. Mais de le convaincre, entre guillemets, en tout cas de lui faire de la psychoéducation pour lui dire c'est tel traitement et ça vous permettra d'aller mieux. Ouais. Je suis forcément obligée de m'ouvrir à ça. Et ouais, sincèrement, je trouve ça super intéressant. Donc dans les années qui vont venir, je pense qu'on va avoir plein de choses. C'est un sujet qui m'a toujours passionné d'aussi loin que je me souvienne, vraiment depuis que je suis adolescent. J'ai bientôt 37 ans, donc ça fait une bonne vingtaine d'années. Je ne rajeunis pas. Et je t'avoue que, étant donné que je suis pratiquant de musculation et j'ai grandi dans les années 90, c'était vraiment une décennie un peu particulière où, il y avait une approche un peu plus brutale de tout ce qui pouvait se passer dans la tête. En fait, quand ça allait mal psychologiquement, c'est que tu étais faible, clairement. Et que l'approche à adopter dans ce cas de figure-là, c'était de prendre le taureau par les cornes, d'oublier que ça va mal et de te forcer à ce que ça aille bien. Le coup de pied aux fesses. C'est ça. Ouais. Est-ce que c'est une stratégie cohérente? J'imagine que non, mais est-ce que... qu'en penses-tu de ça? Évidemment que les gens le font. Ils se disent, allez, je me fous un bon coup de pied aux fesses. En diamo, c'est parti. En fait, la logique, c'est de ne pas accepter de ne pas aller bien, en fait. Oui, je comprends totalement. C'est une mentalité qui existe encore. On la retrouve beaucoup. Qui revient un peu, j'ai l'impression. Qui revient pour j'ai mon avis sur la question. Mais, si tu veux le donner, n'hésite pas. Et pas plus que tu me le demandes. Vas-y. Non, je pense que la psychologie aujourd'hui a une très très mauvaise réputation. C'est lié aussi au manque de moyens qu'on a, tout simplement. On a dans les services hospitaliers une désertion complète des soignants. Et pourtant, les services psychiatriques, c'est loin d'être les services où c'est les ambiances les plus minables. Les services psychiatriques, tous les infirmiers avec qui j'ai pu travailler, c'est des services où il y a une très bonne cohésion d'équipe, où les soignants sont incroyables, le travail qui est fait, vraiment, ils ont énormément de mérite. Et malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de patients qui voient en fait ce manque de moyens, qui voient le manque d'effectifs. Donc ouais, c'est dur et ça nous colle à la peau. Déjà qu'on a un mauvais stéréotype de la psychologie, la santé mentale, voilà. Et en plus, ils voient ça, ils voient qu'on galère. Donc forcément, la prise en soin, elle est hyper impactée par la considération des équipes soignantes, des politiques de santé, évidemment. Mais ouais, je pense que ça aussi, ça joue sur une mauvaise presse de la santé mentale. C'est qu'aujourd'hui, on veut absolument mettre l'accent sur la santé mentale. C'est génial.
Mais pour autant, ça suit pas derrière. Ça suit pas derrière et ça se voit sur les patients et maintenant sur les réseaux, moi je le vois. Il y a plein de mauvais témoignages de patients qui ont été hospitalisés et qui te disent oui moi j'ai eu ça, oui moi j'ai eu ça, oui moi j'ai eu ça. Parce que tu te rends compte qu'ils ne se seraient pas passé tout ça s'ils avaient plus de temps à accorder à leurs patients parce que c'est pas de la maltraitance. C'est juste que parfois le patient aurait souhaité 5 minutes de plus d'explication sur la procédure ou le médicament là qu'il est en train d'ingérer. À 5 minutes près. Mais elles sont tellement sous-effectifs, les équipes. Qu'ils n'ont pas trop le choix. Que du coup, on a encore une mauvaise presse. Donc, bon. La santé mentale, c'est pas un lieu où on électrocute les gens, où il y a tout cet héritage des années... la vieille psychiatrie des années 1800, 1900. Mais ça existe encore. Ça existe encore. Et pour en revenir à ta question, les gens tentent de se mettre des coups de pied aux fesses. Parce qu'on n'a pas envie d'être dépressif. Mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. C'est l'idée. C'est l'idée. Mais je trouve intéressante ta question parce que ça renvoie vraiment à cet héritage de la pensée qu'on avait comme la dépression ou toute maladie mentale, hein, comme une faiblesse de l'esprit. Je prends l'exemple de l'hystérie pour te donner un exemple significatif de l'héritage qu'on a aujourd'hui. L'hystérie, c'était considéré comme une faiblesse de l'esprit chez les femmes. Aujourd'hui, est-ce que tu entends quelqu'un dire d'un homme « ouais, il est hystérique » ? Non. C'est toujours la personne qui va qualifier une autre personne d'hystérique, ce sera toujours une femme qu'elle va qualifier. Toujours, toujours. Parce qu'on a cet héritage assez ancré, en fait. Tu vois ? Et la dépression aussi, c'est encore un peu ancré. Finalement, c'est les femmes qui sont plus dépressives que les hommes. Dans les chiffres, oui, parce que les femmes consultent plus que les hommes. Mais dans la réalité, non, je pense pas. Hein. Tu trouves que c'est une idée reçue encore qui persiste ? Que les femmes sont plus dépressives que les hommes ? Sur le terrain, globalement, il y a plus de personnes femmes qui vont consulter que des hommes. Parce que les femmes sont plus sensibles à tout le côté émotionnel et vont aller vers une prise en soin plus facilement qu'un homme. Et tu penses que c'est de là d'où vient l'idée reçue ? Parce que des hommes dépressifs, j'en connais un tas. Hein. Oui. Il y a le même nombre. Hein. Il y a le même nombre. Et je pense que non, là-dessus, c'est plus les femmes qui ont plus de facilité à en parler. Et les hommes, peut-être qu'ils ont cette idée reçue, je ne sais pas. Je pense que peut-être que les hommes ont plus cette culture du mettons un coup de pied aux fesses tout seul, ou que c'est un peu la honte d'en parler. Ah, t'es un homme, vas-y. Je sais pas si c'est le t'es un homme, mais c'est peut-être juste l'image qu'ils se font d'eux-mêmes et l'impression de ne pas avoir la capacité de résoudre ses propres problèmes. Je sais pas si c'est lié au fait d'être un homme, mais effectivement, peut-être que c'est typiquement masculin. Peut-être. Mais ça, tu le vois dans plein d'autres maladies. Hein. C'est les maladies cardiovasculaires, pour le coup. Là, les femmes, c'est elles qui se mettent un coup de pied aux fesses. Les femmes sont diagnostiquées 10 ans après sur une maladie cardiovasculaire, alors qu'un homme, lui, va aller consulter. Ça dépend des bobos, j'ai envie de te dire. Ah ouais, trop intéressant ça. C'est vrai, les femmes ont tendance à plus ignorer ce... Oui, totalement. Je savais pas. Et t'as d'autres maladies, pour autant, ça va être les femmes qui vont être totalement avant. Ça dépend des bobos. Ouais, ça dépend des bobos. Trop intéressant. Ok, donc se mettre un coup de pied aux fesses, bof. Dans l'idéal, on aimerait quand même pouvoir consulter quelqu'un qui a l'expertise nécessaire pour éventuellement nous aider à résoudre le problème. Nous aider à nous mettre un coup de pied au cul peut-être en fait. Oui, on peut voir ça comme ça. Vous aider à aller à la salle de sport. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une grande lutte. Meilleure prescription du monde, le sport, l'activité physique. Parce que maintenant, on le sait que tout ça, ça a un effet sur la santé mentale, un effet positif sur la santé mentale. Mais ça peut toujours pas être considéré comme traitement. Ah si, c'est considéré comme un traitement. Okay. C'est considéré comme un traitement. Je prends le cas du TDAH, donc du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Dans les préconisations du trouble, en tout cas des traitements, sport. Sport, premier traitement de l'inattention et de l'hyperactivité. C'est quand même génial le sport. Hein. C'est génial le sport. Ça résout tous les maux. Hein. C'est quand même fantastique. Hein. Ouais, puis c'est finalement les personnes, tu vois, on se disait pour la dépression qui attendent avant d'aller consulter, qui se disent bon, je vais mettre des coups de pied aux fesses un peu avant, ça va le faire, etc., et qui attendent la rechute. Hein, finalement, on en est là.
Mais pour faire une analogie au sport, c'est est-ce que tu attends d'être en surpoids ou vraiment d'être sur un point de non-retour avec ton image du corps pour aller faire un petit peu de tapis ou aller soulever de la fonte? Bah, la réponse est non. La réponse est non. Et pour autant, c'est acté, tu vois, sur le corps. Ouais. C'est acté, c'est bon, allez, j'ai pris mon abonnement à la salle, j'y vais, je me motive. Mois de septembre, allez, on connaît tous les salles de sport bondées au mois de septembre et au mois de janvier. C'est un peu les hantises, les particans, ces mois-là. Et c'est parce que c'est acté que dans la tête des gens, mon image du corps, bah, je sais, salle de sport. Et pour autant, santé mentale, on n'a pas ce switch-là. Santé mentale, allez, médecin. Et c'est pas forcément directement psychologue. Et ça, c'est important de le dire. C'est votre médecin traitant, il vous connaît. Allez voir une personne que vous connaissez. Le psychologue, vous le connaissez pas. Hein. Ouais. Donc, le médecin traitant, ça fait potentiellement depuis que vous avez 3 ans, il vous connaît. Allez-y, il est formé. Il saura réorienter s'il y a un petit problème. Mais allez voir quelqu'un déjà que vous connaissez. C'est important. T'as un grand pas en avant. Eh oui, totalement. Et il faudrait absolument appliquer ma grande bataille. J'y arriverai avant la fin de ma carrière, d'arriver à mettre mes patients à la salle de sport. C'est première chose, en sortant, prenez un abonnement à la salle. Vous prenez soin de votre tête chez moi. Oui, mais j'ai pas envie d'aller à la salle. Mais ça va ensemble. Bah oui, mais là, il faut prendre l'abonnement aussi à la salle, ça va ensemble. Et c'est le même constat pour les personnes qui prennent soin uniquement de leur corps, sans envisager de prendre soin de leur esprit ou de leur psyché. Ouais, totalement. Et il y a des gens, ils sont très à l'aise avec ça. Hein, de se dire, moi, je prends soin de mon corps, ça veut dire que je dois prendre soin de mon esprit. Et ils travaillent sur eux, ils vont lire des livres de développement personnel, ils vont lire des livres de psychologie, ils vont être très ouverts là-dessus. Mais je pense que c'est de plus en plus le cas. Hein. Ah ouais, mais c'est génial. Comparé d'il y a 30 ans où effectivement tu pouvais faire que du sport. Et c'est ok de faire que du sport, hein, si jamais c'est votre délire, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'approche plus complète de la culture, pas juste la culture physique, mais aussi la culture de ton esprit, c'est plus rentré dans les mœurs. Et c'est trop bien. Bah, c'est génial. Mais c'est génial. Il y en a plein qui viennent aussi consulter pour... j'ai envie de faire ça dans le sport, est-ce que tu peux m'aider? Et je me dis chouette, il y a plein de choses à faire, c'est génial. Et il y a encore plein de choses à faire. Eh oui. Mais il faudrait vraiment arriver à avoir cette mécanique dans la population générale, de se dire le corps, c'est acté, et c'est bien. Et maintenant, il va falloir acter pour l'esprit, de se dire on se questionne, ok. On se questionne, mais c'est ok de se questionner avec quelqu'un et un psychologue. Mais c'est aussi, c'était ça la volonté de faire du contenu sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir toucher plus de personnes qui potentiellement ne t'auraient jamais consulté et de décomplexer certaines choses par rapport à la psychologie. Et c'est exactement ça. C'est le constat que j'ai fait sur mes dernières années d'études. Et parce que bon, quand tu es étudiant en psychologie, tu vas à une soirée, tu as ta bière à la main comme tout le monde. Ils vont te dire tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis psychologue. Là, dans 3 mois, je suis diplômée. Tu vas m'analyser. Allez. Non, j'ai ma bière à la main comme toi. Laisse-moi tranquille. C'est l'anniversaire de machin. Viens, on s'amuse ensemble. Et finalement, il y a beaucoup, encore actuellement, de mes soirées qui tournent autour de la psycho parce que c'est un no man's land, en fait. Et même en arrivant sur le terrain, dans ma pratique, du coup, post-diplôme, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Je vais même pas parler des informations parce que c'est pas vrai. Mais justement, ça manque d'informations. Et on est trop mystifié encore. Le psychologue, il va pas te dire ce que t'as, il va faire mais encore. Alors que pas du tout, un psychologue, ça parle. Et je voulais vraiment arriver à transmettre ça. Et il y a plein de gens qui m'envoient des messages adorables sur les réseaux en me disant non, mais je suis allée consulter, t'as transmis une pratique sur les réseaux et meilleure décision de ma vie d'avoir consulté. Le psychologue, c'est trop bien. Ouais. Bah pour toi, c'est hyper gratifiant de pouvoir recevoir ce genre de message-là. Et trop bien, ça veut dire que la mission est pas encore accomplie, mais est en cours. Est en cours, exactement. J'ai des termes en tête et j'aimerais bien que tu puisses me les préciser un petit peu parce que je t'avoue que je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent dire alors que je les rencontre absolument tous les jours. Le premier, c'est intelligence émotionnelle. Le second, c'est hypersensibilité. Le troisième, c'est haut potentiel. Et il n'y a pas de quatrième. On va commencer par ces 3 premiers. Oula. Il y a du boulot là. Sujets. On fait un podcast entier sur ça, si tu veux. Ouais. Il y aurait de quoi. Même une saison entière, si tu veux. Mais alors, est-ce que tu es d'accord avec ce constat que c'est des expressions qu'on rencontre de plus en plus souvent? Oui, énormément. C'est des patients qui vont arriver et qui vont se définir sans eux pour autant connaître la définition.
Je suis au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, je suis hypersensible, tati tata. Ça m'est déjà arrivé. La personne, ça faisait 3 minutes qu'elle était dans le cabinet. Bonjour, je m'appelle un tel. Je suis HPI, HPE et hypersensible. Regardez comme ça. Je fais ah ouais. D'accord, bah moi enchantée, c'est Victoria. Je suis psychologue, voilà. Et cette personne-là, est-ce qu'elle savait ce que ça voulait dire? Non. Ou non, même pas. Non, bon, bah, voilà. Elle savait pas. On a dû reprendre ensemble à la fin. C'est des termes que tu entends de plus en plus, qui, je le rappelle, ne sont pas des diagnostics et qui pour autant sont aujourd'hui employés comme. Alors que techniquement on n'a pas le droit. Mais c'est employé comme des diagnostics par le monde médical, comme le monde de la psychologie. Tout ce qui est intelligence émotionnelle, ça fait partie aussi t'as plein de formes d'intelligence. L'intelligence émotionnelle, j'ai envie de te dire, c'est quand c'est l'antipode de quand on va dire t'as un handicapé social. C'est t'as la fibre émotionnelle, t'as de l'empathie, t'as de la sympathie, t'as la capacité de compréhension des autres, t'as la capacité de te mettre au plus proche de l'expérience émotionnelle de l'autre en fait. Et de pas juste te dire oh je vais pas bien aujourd'hui. Oh ouais bon c'est bon, allez mets-toi le coup de pied aux fesses, le fameux, et on y va en diamo. Mais c'est d'arriver à... Je pense qu'intelligence émotionnelle, c'est aujourd'hui employé, j'en parlais l'autre jour avec une patiente d'ailleurs, comme quand on n'est pas là pour une personne, on va être très vite qualifié de « mais t'as aucune intelligence émotionnelle ». Et cette patiente-là me l'a dit. Elle m'a dit « mais j'ai pas compris pourquoi mon amie m'a dit ça ». Je pense qu'elle a juste voulu dire que t'étais une handicapée sociale. Je pense que c'était dans ce sens-là. Elle m'a fait « ouais, je crois que c'était dans ce sens-là ». Mais c'est pas du tout vrai. C'est utilisé comme synonyme de compassion ou d'empathie ou même pas? Ce serait plutôt la capacité de se mettre à la place de l'autre, d'arriver à ressentir ce que ressent l'autre, d'arriver à se mettre à sa place, à s'imaginer ce qu'il peut avoir, s'imaginer les tenants, les aboutissants, et soi-même être au fait aussi avec ses émotions. Et certaines personnes n'y arrivent véritablement pas, ou c'est juste un désir de ne pas le faire? Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a un trouble aussi qui peut être de ça. La non-reconnaissance des émotions chez soi et chez les autres. Ça peut être un vrai trouble en psychologie. D'ailleurs, cette personne avec qui j'en parlais, qui me disait « mais mon amie m'a dit ça », elle a effectivement le trouble de la non-reconnaissance des émotions chez soi et chez les autres. Donc c'est ça que je traite avec elle. C'est pas un trait spécifique des psychopathes, ça aussi, un truc comme ça? Si. C'est ça, hein? Oui. J'avais cru non, elle va très bien. Elle n'est pas psychopathe, elle. non, pas du tout. Pas du tout. Oui. Façon. Elle est pas psychopathe, la pauvre. Mais donc oui, ça existe des personnes qui véritablement n'arrivent pas trop à identifier les émotions de leur interlocuteur ou de leurs proches et ne le font pas forcément exprès. C'est pas une volonté d'ignorer ce que les autres ressentent. Exactement. Parce qu'à eux-mêmes, ils vont pas non plus s'appliquer une reconnaissance des émotions. Hein. Ça va dans les deux sens aussi. Donc on peut réellement être intelligent émotionnellement. Il y a une forme. Je suis pas neuropsychologue, donc je pourrais pas très bien t'en parler. Je mesure pas l'intelligence dans ma pratique. Ça fait partie aussi de toute l'expertise, une expertise en particulier de la psychologie. C'est plus eux qui auront affaire à ça que moi. Moi, je vais plutôt le voir quand il y a reconnaissance des émotions ou pas. Ouais. Tout simplement. Mais à la fois, les personnes qui vont avoir trop de reconnaissance des émotions, on va très vite dériver vers je suis hypersensible. L'hypersensibilité, c'est pas un diagnostic. Alors, qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité? L'hypersensibilité, ça va être des personnes qui vont être très forcément axées sur les émotions, leurs émotions, et aussi ce qui se passe dans l'environnement. Et tu as plusieurs types d'hypersensibilité. Tu as le son, tu as les émotions, tu as la lumière. Et ça, finalement, ça se voit vraiment à l'imagerie. C'est des personnes qui vont, quand on va les stimuler, si tu les mets dans une IRM, il y a des zones dans le cerveau qui vont s'activer. Donc elles vont être un peu plus... De manière plus importante que quelqu'un qui ne serait pas hypersensible. C'est ça. Grossièrement, si je devais résumer ça, c'est qu'ils ont un seuil déjà assez haut par rapport à une population lambda. Donc forcément, quand il y a une émotion un petit peu plus difficile à accueillir, ça va directement prendre de plus grandes proportions qu'une personne normale. Parce qu'elles sont déjà à un certain seuil, et sachant que le seuil de très très désagréable, le ratio est très fin du coup. Et là, elles vont passer la limite beaucoup plus rapidement. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais c'est parfaitement clair. Si, c'est parfaitement clair. J'essayais juste de penser en parallèle à des cas bien précis d'hypersensibilité pour savoir si c'est effectivement de l'hypersensibilité. Par exemple, quelqu'un qui se plaint beaucoup du bruit environnant, ça peut être de l'hypersensibilité.
Totalement. Je te prends le cas des personnes qui ont un trouble du spectre autistique. Tu en as beaucoup qui ont un casque anti-bruit parce que c'est des personnes qui vont être très sensibles à de la lumière, au bruit, en tout cas à de la stimulation sensorielle. Ça peut être le toucher aussi, ça peut être l'odorat. Ouais. Après, c'est dans le cadre de l'autisme. Là, je te donne un Oui, cas oui, bien très... sûr. voilà, c'est pour vraiment t'illustrer les choses. Mais ça existe vraiment, les personnes très sensibles. Hors population autistique, évidemment. Mais ça existe. Et ils font pas semblant. Il y a vraiment cette activation, on retrouve ça chez les gens. Mais maintenant, je pense qu'il y a un très grand abus de langage. Bah, complètement. C'est au moindre petit problème, au moindre petit bobo, je suis hypersensible. Parce qu'en plus, c'est quand même hyper difficile d'avoir le recul nécessaire pour se dire que sa sensibilité est plus ou moins importante que celle des autres, alors que par définition, on n'est pas dans la peau des autres. Oui. Donc on ne sait pas comment eux-mêmes vont pouvoir recevoir telle ou telle stimulation. Non, c'est exactement ça. L'hypersensibilité, c'est un sujet très complexe. Hypersensible. Hypersensible. C'est énormément étudié aujourd'hui en psychologie pour essayer de savoir comment on le classifie, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien comment le classifier. On peut revoir ça aussi. J'ai un psychiatre en tête qui fait beaucoup de travail aussi là-dessus. C'est très intéressant d'ailleurs, ce travail. Et il arrive c'est Boris Cyrulnik, incroyable psychiatre et neuropsychiatre, qui du coup arrive à te transmettre, il travaille beaucoup sur le trauma. Mais finalement, comment est-ce que tu arrives plus grand à avoir une neuroanatomie différente qu'une autre personne? Et comment tu te fais stimuler autrement à un certain âge? C'est parce qu'aussi dans ton enfance, il y a eu potentiellement certaines choses. Est-ce que là on parle d'hypersensibilité? Est-ce que là on parle de trauma? Est-ce que là on parle de... C'est hyper vaste en fait. Et on ne sait pas encore aujourd'hui comment bien classifier les choses. Parce qu'il y a aussi potentiellement de l'enfance dans tout ça. Il y a voilà. Il y a plein de choses. L'inné et l'acquis, la grande question. Ouais, c'est hyper vaste. C'est hyper vaste. Est-ce que la sensibilité, ça pourrait être perçu comme par exemple des curseurs, tu vois, qui vont être plus ou moins hauts en fonction des individus, mais c'est juste des spécificités individuelles et pas forcément de l'hypersensibilité? Ah oui, totalement. Totalement. On n'est pas sensible à la même chose. Tout le monde va pas faire « Oh, il est trop mignon le petit chaton !» Et il y en a, ils vont dire « Ouais, pousse ça, allez. » Ah oui, totalement. Ouais. On n'est pas sensible aux mêmes choses, on n'est pas sensible aux mêmes traits de caractère des autres. Heureusement. Est-ce que se considérer comme vouloir automatiquement se considérer comme hypersensible, c'est aussi une volonté de certaines personnes de se différencier, de peut-être se conforter dans l'idée qu'elles ne sont pas comme les autres en fait? Se conforter, ça je trouve ça intéressant, se conforter plutôt dans une étiquette qui leur est confortable. Parce que l'hypersensibilité cache beaucoup de choses. Moi, je vois ça comme une planque. Beaucoup de personnes vont arriver en te disant je suis HPI, je suis HPE. Oula. Là, en tant que professionnel, tu te dis ça cache quoi? Il y a beaucoup de personnes qui viennent te consulter. Tu leur fais le bilan, tu leur fais la consultation. À la fin, tu leur dis c'est pas ça. Il n'y a pas d'eau potentiel intellectuel. Il n'y a pas d'hypersensibilité. C'est un TDAH. Et on part sur complètement autre chose. Alors, et ça se trouve qu'ils sont en errance diagnostique. Parce que pour moi, ce genre de classification, qui est d'ailleurs non classifiée, fait de l'errance diagnostique. Ça se trouve, on part sur une TDAH, on part sur complètement autre chose. Et je trouve ça dommage. Du coup. TDAH, au contraire de hypersensibilité et intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui existe, c'est un diagnostic qui existe. Ah oui, totalement. Totalement, ça existe dans nos classifications diagnostiques, dans les recueils diagnostiques. Il y a les traitements pour, il y a les prises en charge, etc. Aujourd'hui, tu n'as pas de prise en charge de l'hypersensibilité, tu n'as pas de traitement de l'hypersensibilité. Et il n'y en a pas besoin, probablement. Si, il y en a qui en souffrent. Ah ouais? On peut prendre ça en charge. Maintenant, je pense que ça a besoin d'être encore assez maturé dans la communauté scientifique. Et il y a beaucoup d'auteurs qui s'y penchent, qui écrivent des livres très intéressants. Moi aussi, il faudrait que je m'y penche. Parce qu'aujourd'hui, ça ne fait pas partie de nos formations. Ouais. J'ai pas été formée à ça, moi. Tu vois? Donc, c'est important quand tu es praticien et quand un patient te dit moi je suis ci, moi je suis ça, de voir si lui-même s'est pas planqué et ce que ça vient questionner derrière, en fait. C'est un sujet encore hyper vaste. Trop vaste. Tu le traites sur les réseaux sociaux de ces questionnements-là, hypersensibilité, etc. J'ose pas. J'ose même pas. Parce que c'est la jungle, j'imagine. T'ouvres Instagram ou TikTok,
tu tombes sur quelqu'un qui est hypersensible, qui est TDAH, qui est je ne sais quoi. Ouais, et d'ailleurs, pour te faire le parallèle, mais je trouve que l'hypersensibilité, c'est pareil pour le TDAH, c'est à toutes les sauces aussi. Et moi, j'ose pas aborder ces choses-là. Parce que je trouve que c'est la jungle. Le TDAH, encore, oui, c'est un trouble, je pourrais l'aborder. Il n'y a pas de problème. Mais l'hypersensibilité, j'ose pas. Et je ne pense pas que j'oserais l'aborder sur mes réseaux. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages. Est-ce que tu peux traiter ci? Est-ce que tu peux traiter ça? Ouais, enfin, tu vois, l'hypersensibilité, aujourd'hui, dans nos classifications diagnostiques, on les renvoie à toute une émotionnalité, je sais pas si ça se dit, très forte, que tu peux potentiellement rallier, il y a des personnes qui le font, je l'ai vu sur les réseaux, à de l'impulsivité. L'impulsivité, dans nos classifications diagnostiques, ça ramène encore à d'autres troubles qui n'ont rien à voir avec l'hypersensibilité. Donc en fait, on est perdu et je trouve ça très délicat d'aborder ce sujet-là. Et pour autant, je pense qu'il y a des personnes qui se confortent à se dire j'ai telle étiquette, ça m'arrange d'être au potentiel intellectuel, j'ai plus de 130 de QI, c'est génial, je suis au-dessus de la norme. C'est confortant. Et pour parler du haut potentiel intellectuel, aujourd'hui, ça a été prouvé dans la littérature scientifique, si tu es haut potentiel intellectuel, eh ben, tu n'as pas plus de problèmes qu'un autre. Donc tout le monde se dit moi je suis HPI, tati tata. Bah non, parce que t'es pas censé avoir plus de problèmes que les autres. Après oui, potentiellement il y a quelques petites choses avec le HPI, mais tu les vois juste en consultation. Il y a plein de personnes qui ne se font pas diagnostiquer entre guillemets du HPI parce que c'est pas encore un diagnostic. Dans la nature, ils en sauront jamais rien de leur vie qui sont au potentiel intellectuel et ils seront très normal en fait. Donc finalement les gens que tu accueilles en consultation, c'est parce que c'est pas que ça qui pêche, c'est qu'il y a autre chose. Et il y en a qui se considèrent réellement comme haut potentiel intellectuel sans jamais avoir aucun test. Parce qu'on est d'accord que c'est une classification qui est basée sur le quotient intellectuel. Et une fois que tu dépasses un certain chiffre, en fait, tu es considéré comme haut potentiel intellectuel. Oui. La moyenne du quotient intellectuel, c'est 100. Et ensuite, la distribution, c'est sur une loi normale. Donc, tu dépasses un certain seuil, tu es dans une déficience intellectuelle, et tu dépasses un autre seuil dans l'autre sens qui est 130, tu es qualifié de haut potentiel intellectuel. Donc il y a à peu près 2% de la population. Hein. Moins de 2% d'ailleurs, si j'ai environ 2. Et qui serait HPI. Et finalement, donc c'est très peu. Et il y a plein de gens, ils vont se dire, moi je suis HPI parce que je suis sensible à ça, je fais ci, je fais ça. Parce que j'ai des bonnes notes à l'école, parce que ou j'en sais rien. Ouais, potentiellement. Ça peut être lié à plein de choses. Je suis hypersensible, donc je suis HPI. T'en aurais plein, hein. T'en aurais plein, et pour autant, le HPI, c'est juste pour le moment plus de 130 ou égal à 130. Rien de plus. Il n'y a pas encore des symptômes comme hypersensibilité, meilleure réussite dans la vie. Ça, non, ça n'existe pas. Ouais, c'est juste une variable comme une autre qui, en fin de compte, ne va pas être prédictive de quoi que ce soit dans la vie d'une personne. Ouais, exactement. Exactement, elles auraient même de très bonnes compétences sociales, elles seraient très bien développées, tout irait très bien pour elles d'ailleurs. Justement, ça a été prouvé que tout va très bien pour elles. Et sans test, sans rien. Donc, j'avais lu un article ça remonte, hein, mais c'était d'un psychologue, c'était sûr, qui disait que les hauts potentiels intellectuels avaient plus de risques d'être dépressifs. Ça me dit rien. Ça te dit rien? Ça me dit rien et je pense pas que ça ait dû être prouvé. Pour prouver quelque chose, il faut des dizaines et des dizaines d'articles. Peut-être qu'eux ont trouvé quelque chose, ça va dépendre des variables qu'ils auront étudiées dans leur... C'était même pas une étude, hein. Je pense que c'était vraiment un sentiment personnel de la part de la personne qui a écrit cet article. D'accord, ok. Donc non, c'était clairement pas un truc recherché. Ah ouais, non. Ils seraient pas plus dépressifs qu'une autre personne. Tant mieux. Tant mieux, mais... faut se rassurer là-dessus. Faut plus aller chercher sur un fonctionnement, je pense, neurocognitif, quand on a un haut potentiel intellectuel avec le neuropsychologue, plutôt que d'aller se conforter dans une étiquette de je suis plus intelligent que la norme, parce que ça vient générer quoi chez toi? Ça vient un peu titiller ta part identitaire. Ah ouais, ta comparaison aux autres, les parents, mon enfant c'est un petit génie, ah bah si mon enfant est difficile, il est HPI, c'est pour ça. Tu vois, qu'est-ce que tu viens générer justement en collant cette étiquette aux gens? Pour autant, cette étiquette, elle est donnée à trop de gens, je trouve. Mais ça vient générer quoi chez eux? Et tu penses que ces étiquettes, que ce soit hypersensibilité, haut potentiel intellectuel, en fin de compte, ça fait plus de mal que de bien?
Ou non, c'est juste neutre et ça dépend des individus. C'est mon côté scientifique qui va parler. Tant qu'on n'a pas de classification diagnostique sûre et certaine, je pense que c'est à prendre avec des pincettes. Il y a des choses vraies, il y a des choses aujourd'hui qui commencent à être un petit peu à tester, il y a des choses très intéressantes, mais il faut encore prendre quelques petites pincettes. C'est tout. Moralité, hypersensibilité, avant d'utiliser ce terme, réfléchissez bien. Ouais, moi j'évite de l'utiliser avec ma patientèle. Voilà. J'ai pas été formée à ça. Plein de nos confrères n'ont pas été formés à ça, à manier avec des pincettes. Il y a un phénomène aussi que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est l'auto-sabotage. Tu souris. Oui. Ça aussi, c'est un sujet de podcast en entier, hein, apparemment. Ah oui, j'adore ce sujet en plus. L'auto-sabotage, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça peut paraître assez explicite comme terme, mais ça serait bien d'avoir ta propre définition. Comment on en sort ? Est-ce qu'on peut en sortir ? Et est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde ? Alors, l'auto-sabotage, quand tu es psychologue et que vraiment tu as la réalité du terrain, tu vas pas voir ça exactement comme ça. Le terme commun, c'est auto-sabotage. Et quand tu vas creuser avec ton patient, tu vas très vite te rendre compte qu'il y a de la peur de l'échec, du perfectionnisme maladaptatif, potentiellement de l'anxiété. Et il y a plein d'autres choses là-dessous. Et à 99%, quand mes patients me disent « j'ai l'impression que je m'auto-sabote, là, j'arriverai pas à faire ça, ou là, j'ai envie de faire ça, mais je le ferai pas. » En tout cas, ils se mettent pas en train pour faire les choses. Quand tu creuses, tu as forcément la notion quasiment de perfectionnisme, mais maladaptatif. C'est-à-dire que tu vas avoir une mauvaise estime de toi, globalement, parce que les personnes qui s'auto-sabotent, elles ont une mauvaise estime d'elles. Et en plus, l'auto-sabotage vient renforcer cette mauvaise estime de soi. Tu as un vieux cercle vicieux dessus, horrible. Et parce que pour compenser cette mauvaise estime d'eux, ils vont se fixer des objectifs hyper hauts, trop hauts. Et du coup, t'arrives pas à les atteindre. Et comme c'est des perfectionnistes, ils vont pas forcément voir le chemin parcouru. Donc en plus, ils vont s'arrêter en plein milieu. Ils vont se dire, c'est bon, c'est un échec. Et alors que finalement, tu te rends compte que c'est lié à du perfectionnisme, en fait. Et pour ces personnes, le fait de se fixer un objectif beaucoup trop haut, c'est une volonté consciente de se dire, c'est beaucoup trop haut, du coup, il y a de fortes chances que je n'y arrive pas. Et on qualifie ça d'auto-sabotage. C'est ce que ça veut dire ? Ce serait ça l'idée. Et non, ces personnes n'en ont pas conscience. Elles n'en ont pas du tout conscience. C'est vraiment inconscient de se dire je vais me fixer tel objectif parce que là, inconsciemment, ça va me renforcer mon estime de moi et ça va me permettre de m'améliorer, d'être une meilleure personne, que les autres me félicitent. Il y a aussi un petit peu de l'environnement social. Et non, c'est pas du tout conscient. C'est pas du tout conscient. Et quand tu leur exposes ça, en consultation, ils tombent des nues. Ah oui, c'est vrai. Et ils arrivent à le conscientiser, mais en 3 secondes. Ils prennent conscience du truc en se disant ah ouais, mais en fait, c'est du perfectionnisme. Et le perfectionnisme bien employé n'a aucun impact sur l'estime des personnes. Et donc, le perfectionnisme mal employé fait que tu n'arriveras que très peu à atteindre tes objectifs. Ou alors d'une moindre manière. Qui feront que tu ne seras pas satisfait. Comment on fait la distinction entre le perfectionnisme bien employé et mal employé ? Le perfectionnisme bien employé n'aura aucun impact sur l'estime de la personne. Le perfectionnisme mal employé, tu as une estime basse et restera basse. Globalement, ce serait ça. Donc, c'est des personnes, du coup, on va observer une mise en échec. Une mise en échec assez flagrante. Et, toujours inconsciente, cette mise en échec. Inconsciente. Et inconsciemment aussi encore, faut questionner, est-ce que tu tolères du coup l'échec ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? Et là, tu as plein de choses qui peuvent sortir. Ah ouais, non mais l'échec, pour moi, c'est horrible. Et du coup, je suis nulle. Et du coup, je réenclencherai pas d'objectif. Auto-sabotage, encore et encore. Parce qu'il y a aussi une notion d'intolérance là-dessus. Et à un moment, je pense que tu te prends tellement de murs aussi. Ah oui, tu deviens intolérant. Et c'est normal, ça, de se dire. Et tout ça, c'est lié à son propre caractère, c'est lié à son environnement, à l'environnement dans lequel on a grandi,
Comment on en arrive à, justement, ce perfectionnisme mal intentionné? Maladaptatif. Mal adaptatif? Ouais. Le point de départ, c'est l'estime de soi. Le point de départ de l'estime de soi... C'est l'enfance. Il y a plein de points de départ. Il y a plein de points de départ. Il y en a pas mal. Tu peux revenir sur des fonctionnements, oui, depuis l'enfance. Et finalement, tout bêtement, sur des... Je vais te dire un cas simple. Personne timide. Finalement, tu te rends compte que c'est pas de la timidité, c'est de l'anxiété sociale. Et bah, depuis tout petit, il est comme ça. Donc au début, c'était pas du tout méchant, c'était juste de la timidité. Ça a dérivé sur un peu d'anxiété sociale, mauvaise estime de soi. Du coup, atteindre les objectifs inatteignables, mise en échec perpétuelle. Et puis à la fin, on devient intolérant à l'échec, en fait. Parce qu'on en a marre, donc on n'a plus envie d'impulser des choses. Et du coup, on attend perpétuellement que ce soit l'environnement qui t'impulse des choses. Et ça, c'est hyper renforçateur dans l'anxiété sociale aussi. C'est que tu attends en permanence que ton environnement t'amène des choses. Parce que ça devient... t'as peur, finalement, après, d'impulser des choses. Parce que t'as peur de l'échec, tout simplement. Et là-dessous, t'as vraiment un réel mécanisme, en fait, sur l'auto-sabotage. Là, ma psyché, là, elle est en train de, elle est en train de fumer. Je sais pas si tu vois. Si, je vois ton hamster qui court très vite, là. Là, il court très, très vite. Mais ça fait plein de choses à assimiler. C'est passionnant, hein. Mais là, du coup, j'ai envie de discuter encore 2 heures avec toi. Il y a plein de choses. Et t'as aussi... c'est moins mon domaine, le psychotrauma, mais il y a aussi des personnes qui vont avoir cet auto-sabotage, donc qui vont pas impulser de choses dans leur environnement parce que trauma. Bon, là, c'est encore une autre question. Je suis moins spécialisée dedans, j'avoue. Et comment on fait pour impulser des choses, alors? Ça dépend de tes objectifs. Ça dépend comment tu veux te modeler, ça dépend ce que tu veux faire. C'est une grande question que tu m'as posée. J'avoue qu'elle était peut-être pas... C'était pas la plus précise. Imaginons que quelqu'un vient te voir et qui manifeste justement sa difficulté à impulser des choses. Parce que il pourrait justifier ça par la peur de l'échec. Il pourrait justifier ça par ses précédentes expériences qu'il avait l'impression d'auto-saboter. Comment on réagit face à une personne comme ça? Bah, tu vas analyser déjà les objectifs. Tu vas essayer là, de lui faire voir que les objectifs sont trop importants. Ils sont trop importants. Et tu vas essayer de lui faire comprendre que finalement, le problème, c'est peut-être l'estime de soi. Et tu vas entamer un travail sur l'estime de soi à un moment ou à un autre dans ta prise en charge. Parce que sans l'estime de soi, c'est un socle. Il faut l'avoir un peu comme une pyramide, si tu veux. Tu vas, pour impulser dans l'environnement, la base de ta pyramide, c'est l'estime de soi, l'image que tu as de toi. La case moyenne de ta pyramide, donc sur l'étage, le premier étage, tu vas avoir, ou le deuxième étage, peu importe, confiance en soi. L'estime de soi et la confiance en soi, c'est 2 choses différentes. Et dernier étage de ta pyramide, tu as l'affirmation de soi. Comment tu arrives à l'impulser sur le monde, en fait, tout ça? Comment tu arrives à avoir ton petit impact sur les gens, finalement? Et finalement, c'est ça que tu travailles. Dans comment tu peux impulser sur le monde, faut revenir à ta base. Tu reviens à l'estime de soi. Parce que tu as vu le cercle vicieux qu'on a décrit, il vient forcément de ta pyramide de l'estime de soi. Et donc, pour te permettre d'impulser, on va voir si tes objectifs ils coïncident déjà avec l'estime que tu as de toi. Clairement, on va voir que non. Et puis là, on redémarre un travail au socle. Et les personnes ne voient pas que c'est un problème d'estime de soi. Mais pourtant, ils vont te le dire. Ils vont te dire, oui, j'ai pas une grande confiance en moi. Je suis pas fou non plus dans l'image que j'ai de moi. Le sport, faudrait que je m'y mette. Mais il y a le regard des autres. On entre aussi là-dessus. Et c'est intéressant. Et d'ailleurs, je travaille le sport aussi à ce moment-là. Parce que c'est des gens qui veulent faire beaucoup de sport, mais ils n'en font pas. Salle de sport, regard des autres. Peut-être que beaucoup se reconnaîtront. Je pense que beaucoup se reconnaîtront. Il y a énormément de ça. Et finalement, c'est des prises en charge où on travaille le regard des autres, parce que finalement, ils ont envie d'avoir ce regard des autres sur eux, parce qu'ils ont envie d'accomplir des choses, mais à la fois le regard des autres est sur eux quand ils sont en situation d'échec. Super dur. Et là, tu tombes dans une pelote de laine où il faut tirer le fil séance après séance et reconstruire les choses. Et eux ne se rendent pas compte parce qu'ils essayent juste de voir comment je peux impulser sur le monde. Et là, tu rentres en lutte avec toi-même. Et du coup, j'y retourne. Non, tu retournes, mais t'es trop haut déjà. On va redescendre d'un étage et on va reprendre les choses à la base.
C'est vrai que ça doit être un travail de fou. Hein. Tu as mentionné juste avant l'estime de soi et la confiance en soi. Oui. C'est qui étaient deux choses différentes? Ouais, l'estime de soi, c'est l'image que tu as de toi. Mhm. La confiance en soi, c'est la façon dont tu as la confiance que tu mets dans les actions que tu fais. D'accord. Quand tu parles, grossièrement dit. D'accord. Ouais, je pensais pas que c'était deux choses différentes. Mm. Et juste au-dessus, tu as dit affirmation de soi. Affirmation de soi. Comment tu dis non, en fait, tout simplement, ou comment tu arrives à avoir de l'ouverture aussi. Il y a un petit trait de personnalité dessus. Hein. C'est l'ouverture au monde, parler avec assertivité, arriver à parler en public, être à l'aise. Il y a beaucoup de ça. Et du coup, travailler l'estime de soi, ça a une influence positive sur les deux autres socles? Oui. Il faut les trois les travailler bien dans l'ordre de manière indépendante? Tu les travailles évidemment dans l'ordre et de manière indépendante, mais une fois que tu as travaillé l'estime de soi, le ça reste roule. en découle. Oui, ça roule assez bien. Ça roule assez bien. J'ai même des patients, une fois qu'on a bien travaillé l'estime de soi, ils me font bon, du coup, je vais faire ça pendant 3 semaines. Je dis non, toi, tu te calmes. Ils sont ultra mais chauds. pour autant, ils l'ont fait 3 semaines après, ils étaient ravis. Donc, ouais. Ils y arrivent bien. Ils y arrivent bien, mais c'est important de bien voir que l'estime de soi, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs dans la dépression, mais c'est un centre névralgique en psychologie. Et on n'assimile pas l'estime de soi à autant de choses, en fait. Et c'est finalement là que c'est hyper intéressant. Et l'estime de soi passe par plein de choses différentes, du coup. Et on peut la travailler de plein de façons différentes, au cours de plein de périodes de sa vie différentes, grâce à plein de personnes différentes aussi, j'imagine. Grâce à plein de personnes différentes, il y a plein d'événements dans ta vie qui feront que tu auras des hauts, des bas, et heureusement. Parce que c'est comme ça que si tu as un bas, tu es dans le creux de la vague pendant 6 mois, sans être déprimé ou quoi. Juste ton estime de soi, bon, tu t'es fait plaquer. Bon, je suis pas fou là. C'est vrai que les 6 dernières années de couple, je m'étais un peu empâtée. Bon, ça repart assez bien. Et l'estime de soi, c'est rien n'est constant en psychologie. On vit dans le temps. Donc, ce qui est vrai il y a 6 mois, ce sera pas vrai 6 mois après. C'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre. Ouais, je pense que c'est hyper bien de le mentionner que c'est pas une ligne droite en fait. Non. C'est plutôt des courbes et qu'il y a effectivement des périodes où ça va moins bien et d'autres périodes où tout se passe comme sur des roulettes et que c'est OK. Et parce qu'on a tendance à voir un peu trop la finalité des choses. La finalité, c'est je vais être tout le temps sur le haut de la vague. Alors ouais, c'est génial. Hein. Mais c'est pas possible. Encore heureux que tu as des bas dans ta vie. Sinon, il n'y a plus de haut. Donc, Et tu sais que c'est une mentalité hyper... Chez les adultes, ça, les enfants, l'adulte va lui inculquer « Ah bah tu t'es trompé, c'est pas grave ». Chez les adultes, tu t'es trompé, c'est la fin du monde. Et pour autant, l'adulte est capable d'exprimer ça à un enfant, mais pas à lui-même. Il y a bien un truc sociétal là-dessus. Hein. Mais d'être dans le creux de la vague, chez les adultes, c'est normal, c'est important de le rappeler. Justement, on n'a pas appris à marcher comme ça, on a chuté 26 fois avant. Et encore heureux que la start-up, si c'est pas elle, ce sera la 4e, et c'est pas grave. C'est pas grave, et je trouve qu'on félicite pas assez l'effort. Pour moi, on félicite trop la finalité. Rien que le fait d'impulser, le fait de faire un travail, de commencer quelque chose, personne nous félicite. C'est un truc de fou pour moi. Et c'est pareil. Là, et on se félicite pas soi-même en plus de ça. Et non. Et au JO, je trouve que c'est un super exemple qu'il y a eu cet été. T'avais les remises de médailles. Du coup, j'ai regardé aucune remise de médailles parce que ça m'énervait. T'avais le médaillé tout fier, magnifique, qui avait fait une performance mais incroyable. C'était le fruit du travail de ces 15 dernières années. Bon, félicitations. Bon, la suite, c'est quoi ? Ouais. Punaise, non mais félicite-le. C'est vrai que c'est toujours la même question. Et c'est incroyable, c'est incroyable. On voit juste la finalité et on veut que ce soit encore plein d'autres finalités. Non mais attends, pour avoir une médaille olympique, ils le disent tous, il y a eu des hauts, il y a eu des bas pendant ma préparation, mais heureusement qu'ils le disent. Parce que t'imagines, ils seraient là au micro des présentateurs, ouais c'était trop bien, c'est le fruit de mon travail acharné, en mode je suis toujours en up. Ah bah non, hein, encore heureux. Et je trouve que c'est flagrant sur le sport en tout cas. C'est vrai que tu prends un bon exemple. Effectivement, on leur demande tout le temps, c'est quoi la suite ? Qu'est-ce que vous allez faire dans 4 ans ? Etc., etc. Ouais, je trouve ça dingue. Alors que pour un enfant, tu ne lui inculques pas pour autant ces choses-là. Mais la construction sociétale fera que tu en arriveras là. Donc, il faut se féliciter soi-même, pas juste de la finalité, mais de tout le chemin
parcouru ou à parcourir. Ouais. Et on en revient à ce qu'on se disait sur l'auto-sabotage. Pratiquer tout ce qui est la gratitude, l'autocompassion, ça permet de voir ce qu'on fait. Ça permet d'avoir de l'auto-observation envers soi. Parce que tout le monde va dire « Ah bah t'y es pas arrivé, bon c'est pas grave, la prochaine fois. Bah, t'y es pas arrivé, y a plein de gens qui font pas le premier pas. Qui n'ont même pas essayé, ouais. Et la personne a fait ce premier pas et on lui dit même pas « Bravo, t'as fait un premier pas. Oui, effectivement, ce sera la prochaine fois. » Et bah ce sera aussi un grand bravo pour ton deuxième pas. Parce que t'imagines, t'as un échec, c'est pas facile. Et en plus, après, tu dois réimpulser quelque chose. C'est dur. Je suis totalement d'accord. Et effectivement, je pense que c'est une démarche carrément saine. Tu as dit le mot gratitude. Le mot gratitude, avant, on associait vraiment ça à quelque chose de complètement abstrait, qui n'avait pas forcément d'impact concret sur notre vie. Aujourd'hui, on sait que c'est le cas. Donc, c'est un terme que tu peux utiliser plus souvent. Ouais. La gratitude, c'est vraiment le moment présent. Tu vas en parler de finalité. La finalité, c'est potentiellement dans 3 ans ton objectif. La gratitude, c'est aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Bah là, je suis content en fait. Je suis allée là, alors que je pensais que j'en étais même pas capable. Et c'est le premier pas. Et on voit toutes les choses comme une montagne. Il y a sur les réseaux sociaux toujours cette analogie de l'escalier que tu gravis sur la montagne. C'est ça, hein. C'est ça, sauf que les personnes voient juste ça sur les réseaux. Oui, oui, c'est un escalier, oui, oui, nanana. Tant que t'as pas expérimenté, tu comprends pas à quel point c'est un escalier. Et c'est fou même d'ailleurs. Il y a plein de gens qui vont d'ailleurs parler, te dire bah, moi j'ai tel objectif dans la vie, j'ai tel objectif. Et qui pour le coup, ils vont jamais faire le premier pas. Parce qu'ils voient trop cette finalité. Et ça les handicape complètement. Bah, les gens qui en parlent, en tout cas, de ce que j'observe, ils vont carrément parfois ne jamais faire le premier pas. Déjà de 1, parce que tu as un biais cognitif sur le fait d'en parler. Ça va te faire croire que c'est réalisé. Le cerveau ne fait pas la différence entre leur réalité et ce qu'ils s'imaginent. Merci, je bassine tous les jours mon entourage. Arrêtez de parler de tous vos objectifs comme ça à tout le monde, parce que votre esprit ne fait pas la différence et vous allez vous féliciter de le faire avant même de l'avoir commencé. Oui, et tu vas prendre les compliments que les autres ils vont te dire, avec grand plaisir d'ailleurs. Mais non, si t'as un projet, c'est triste à dire, n'en parle pas. Non, papa, va pas voir la meilleure amie, qui est très gentille, mais vas-y pas. Donc, non. Et déjà, ne pas trop en parler. Et c'est même des personnes qui vont jamais le faire. Parce que ça leur plaît de parler de projet, tout simplement. Et elles vont même pas se mettre en échec, en fait. Elles vont même pas se le tenter parce que juste, c'est cool. Bah, moi, je vais faire ça. Donc, c'est là, tu déclenches aucun mécanisme qu'on a évoqué. Mais c'est uniquement se satisfaire de fantasmer sur l'accomplissement de quelque chose, mais sans l'accomplir. C'est ça. C'est regarder la montagne qu'on doit gravir, c'est la contempler. Alors, c'est sûr qu'elle est sympa, elle est très belle. Et puis, de se dire, bon, bah, j'ai travaillé, j'ai fait mes recherches, mais j'y vais pas. Bon, bah, c'est bien. Mais des gens, ça leur convient, hein. Mais tant mieux. Mais tu penses que ça leur convient vraiment? C'est pas juste un petit peu une façade qui pourrait révéler d'autres choses? Il y en a. Je suis pas psychologue, hein, je dis peut-être n'importe quoi. Il y en a à qui je pense très sincèrement ça convient. Ok. Il y en a, c'est juste ce fantasme très très sympa, ça les nourrit, puis ils se nourrissent comme ça. Et c'est ok. C'est ok pour eux. Mais pour le coup, t'en as qui effectivement ça va coincer. Donc finalement, tu vois, tu peux avoir un engrenage là-dessus, sur de l'auto-sabotage, sur de la mise en échec, mais t'en as, ils vont même pas tenter la mise en échec, c'est juste comme ça, ils planifient. Ça leur va. Sans aller plus loin. Ouais. Et ben Victorien, je suis bien content qu'on ait pu aborder tout ça. C'était une super discussion. Ouais. J'ai appris personnellement beaucoup de choses. C'est vrai? Ouais, carrément, ouais. Et je suis sûr que les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, ce sera la même chose. Du coup, actuellement, tu postes assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Oui. C'est assez récent, non? C'est super récent. Ça date de fin mai 2024. Et c'est un projet que j'avais eu à ma sortie d'études, qui s'est concrétisé très rapidement finalement, parce que ça fait pas 15 ans que je suis dans le métier, je pense que ça se voit. Et puis voilà, démystifier la psychologie. Faire en sorte que la santé mentale, tout court, soit démystifiée.
Via des petites vidéos, des petites mises en situation, des petits posts sur certaines choses bien spécifiques. C'est ça. Et surtout, l'important de se dire, dans la santé mentale, c'est comme la santé physique. Ça se soigne. Ça se soigne. Moi, mes patients, je les renvoie dans la nature quand ils n'ont plus besoin de moi. Je ne cherche pas à les garder toute leur vie. Loin de là, justement, qu'ils partent. Je les adore d'ailleurs, mais non, qu'ils partent. Ça se soigne. La santé mentale, le cerveau, c'est un organe. Donc, voilà. Trop bien. Et sur Instagram, on peut te retrouver sous quel nom ? Ma psychologue. Ma psychologue. Juste Instagram ou TikTok peut-être aussi, non ? TikTok, les psychologues. Les psychologues. Parce que je suis avec un confrère. Fantastique. Eh ben, on ira voir tout ça. Et puis, j'imagine aussi que tu prends des patients de toute façon. Hein. Je prends des patients. Pas trop en ce moment, mais je prends des patients. Mais c'est bien d'avoir beaucoup de boulot et d'avoir un emploi du temps bien chargé. C'était trop cool de te recevoir, Victoria. Merci beaucoup. Je suis très heureux pour la discussion et puis à bientôt. Ça m'a beaucoup apporté. Merci. À bientôt. Merci d'avoir visionné cet épisode complet avec Victoria. Il y a un autre épisode qui devrait vous plaire, c'est celui enregistré avec Elodie, qui est sémiologue et qui nous parle de la communication verbale et non verbale. L'épisode s'est affiché quelque part sur l'écran. Allez le consulter, je suis sûr qu'il vous plaira.